best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. On a encore manqué un bout, mais c'est pas grave. Mon nom est MGF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier. Et croyez-moi, c'est de l'acier. Quel genre d'acier? The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radoteur. Ah oui, Et comme dirait Stéphane Snitsky, le Goldberg des pauvres, il disait quoi lui? hey, il a perdu du poids, c'est incroyable. Je suis allé le voir aujourd'hui. Il va te faire un bon deal cette heure d'hiver. Mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, Bravo, Ansem, Marc. pourquoi Oui. tu pousses le mot sénile à chaque fois? Parce que, Marc, tu es de plus en plus sénile. Mais perdons pas de temps. Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoutais l'agacé le matin, là. Mais écoute. Il arrête pas de dire écoute. Écoutes-tu? Écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non. Enfin oui. Mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Hey, ça fait 3 minutes que je suis déjà essoufflé. Marc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Les nouvelles à Blondin, les nabs, comme tu aimes les appeler. Et là, ceux qui nous suivent sur YouTube, tu es de retour à la maison. Ah oui, le son va être meilleur. Ben, j'ai écouté les 2 derniers podcasts. Pas de micro, pas de... C'est différent, mais oui, de retour à la maison. On revient avec toute la linge sale, la laveuse, la sécheuse ont lâché. Fait que non, mais ça, c'est le Just karma. allait faire 7 brassées dans l'ancienne maison d'Armand, plugger l'eau, sa barouette. Incroyable. Mais avant que tu me parles de ton retour, parle-moi donc de tes dernières journées là, à Rome. Ah, Rome. C'est beau. C'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Ouais, c'est beau, Rome. Ah, c'est incroyable. Tu sais, je t'en avais parlé, j'avais vraiment peur des Airbnb, de booker Ouais. ça. J'avais jamais fait ça. Mais t'es Les vieux, les 3 personnes âgées, ils ont peur de ça habituellement. Ouais. Les 3 que j'ai bookés, c'était parfait. Ouais. On était à 15 à 20 minutes à pied du Vatican. Mais voyons Dès donc. qu'on sortait, j'avais une terrasse plus petite, moins haute, mais quand même pour fumer le cigare, c'était parfait. Une belle petite place, c'était clean, c'était parfait. Rome, c'est beau. Ansem, c'est les statues, les bâtiments. C'est vraiment une très,
très belle ville. Mais j'ai pas pu rencontrer le pape. Non, le pape Léon, c'est quoi, Léon XIV? Hey, mais il y a-tu des affaires de souvenirs de Léon puis des autres, là? Mais, Ouais. tu sais, on était là 4 nuits. On ne s'est pas entraîné parce que... pourquoi, pas de je gym ne à sais Rome. pas. Ouais, ben on s'était dit qu'on était pour marcher. Fait que j'ai des chiffres pour toi. Ben oui, vas-y. Le Des jour chiffres et des 1, lettres. oui. Le jour 1, on a marché 11 102 pas et on a marché 7,82 kilomètres. Wow, quand même. Le jour 2, 21 384 pas, 15,26 kilomètres. Wow. Le jour 3, 14 863, 10,54 km. Le jour 4, 24 598 pas pour 17,48 km. Ça me donne à Rome 71 947 pas, 51,1 km, une moyenne de 12,775 km par jour. Et la moyenne des pas, c'est 17 986,75. Je suis revenu, j'avais mal en dessous des pieds, mais j'ai réussi à m'entraîner aujourd'hui. J'ai pris 5 livres. Oui, la balance, c'est sur quoi? Ça tombe à quoi, là? Ben, je n'avais pris à peu près ça chez David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, j'ai Oui. vu Stéphane Snenitsky Je aujourd'hui. sais, t'en as parlé. Oui, tu allé faire un deal pour les pneus d'hiver pour Liam, les pneus d'hiver pour mon Jeep, prendre les rendez-vous pour les véhicules et jaser de sa perte de poids. Oui. Lui et son fils ont 180 livres de perdu à deux. Ils ont fait ça comment? Attention, font attention, parce que je pense Fais pas qu'ils s'entraînent. attention! Je pourrais m'en aller pour de bon. bon. Qui chantait ça, Marc? Les bébés! Bravo, Marc. 1 point. Fait que là, Ouais. t'as pris 5. T'es à combien sur la balance, là? Quand je suis arrivé, j'étais à 196, j'avais pris 5 livres. OK. Ce matin, j'étais à 198, je capotais. Voyons donc. Ah, ouais. Hier, j'ai recommencé à prendre mes petites noix à damamé, puis tout Ben ça, oui. puis boire de l'eau, puis... Ben là, je me suis entraîné ce matin, j'ai réussi à courir mon 4 km. Ça va baisser. Ça va mais revenir, Marc. J'avais Hey. peur de défoncer le 200. Ouais. 196, j'étais content. Matin, un peu moins. Hey, t'as mangé des pâtes direct dans la meule, puis toute la patente, t'as bu du vin en fou. C'est pas si pire, juste avoir pris 5 livres en voyage. Hein? C'est les repas, mais heureusement qu'on a marché. Tu sais, Jas et moi, on se complète Jazz, tellement bien. ton épouse, on la salue, sûrement l'écoute. Ouais, elle relaxe dans le lit, là, je pourrais te dire, avant qu'on soupe. Là. Elle J'imagine. aussi est assommée bien raide. Mais l'Italie, c'est de toute beauté. C'est vraiment une place incroyable. J'ai fait plein de vidéos pour à la carte devant le vieux Colisée. J'en ai fait devant l'ancien Forum. J'en ai fait une que LPT, il a ri, parce que c'était un genre d'abreuvoir, puis j'ai fait comme si c'était la fontaine de Trévis. Fait que, puis là, je disais, je cherche la fontaine de Jouvence. Ah, on m'annonce que Jouvence, c'est pas vraiment un quartier de Rome. Incroyable. J'ai fait quelques niaiseries, mais ça, c'est toujours plaisant. C'est un classique, Monsieur Fun. Ça, donc, Rome, as-tu d'autres choses à ajouter là-dessus, Marc? La météo de notre voyage, 24 jours. La veille qu'on est allé chez David Jouan, le Casanova des pauvres! Non, Marc, je l'ai déjà dit, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, tu regarderas le post que j'ai fait aujourd'hui sur Facebook avec les petites autos
les voitures que j'ai prises en photo, Mais Marc, ça ressemble à des boîtes à lunch. Tu iras voir le commentaire que j'ai écrit là-dessus. OK, je vais aller voir. Je n'ai pas eu le temps de voir tes pour commentaires. le bénéfice des auditeurs, là, je vais te le lire, Marc. On est en direct, là. C'est live. Live! On va J'ai prendre une gorgée de vin. J'ai marqué, ouais, t'es encore sur le vin? J'ai marqué idéal pour ton empattement. Des petites voitures comme ça. C'est sûr. Tu en pédale. J'ai pas de trouble, j'ai pas besoin de mettre des blocs de bois, c'est pédales. Voilà. Hey Marc, là, je vais pas finir ton... Je te disais avant que tu me coupes qu'il y a eu 4 heures de pluie le 3 octobre avant ma dernière journée en France, avant d'aller chez David. Et il a plu le matin, mardi, qu'on a embarqué dans l'Uber pour aller à l'aéroport. Le reste, incroyable. Un que ciel du beau temps. bleu, bleu, bleu. 21, 22, 23, 24. Peut-être une journée 25. Culotte courte, T-shirt. Ben oui, la spécialité. C'était parfait. Il y a des journées, quand on marchait, des 21 000 pieds, je ne mettais pas mes gougounes. Là. Non, j'espère. Mais honnêtement, je le suggère à tout le monde. Là, quel beau voyage. Je capote. Wow, mais c'est le fun d'entendre. Mais Marc, avant qu'on termine là, le volet voyage, j'ai ça dans mes notes, le top 10 des bizarreries. T'as fait un top 10? Oui, parce que quand tu vas dans un... T'as pas ton surprise, c'est toi qui me l'as envoyé. Et là, ben oui. Non, mais dans le sens que quand tu vas dans un autre pays, il y a des choses que tu t'attends pas à voir. Tu sais, que tu fais comme, voyons donc. Alors, je te laisse... Je sens que ça va être pertinent. Je te laisse y aller avec la chanson, là. Numéro 10, vas-y. Numéro 10. Ah, c'est écœurant, j'ai la chair de poule. Regarde the chair de poule. Voilà. Il y a des stations-service qui sont comme sur le côté du trottoir. Tu sais, où est-ce que tu stationnes 2 autos, eux autres mettent une station de service là, tout petite, comme si c'était sur le trottoir. Tu fais là, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mon numéro 10. Numéro 9. Son champion des ronds-points. Ah, oui, les carrefours giratoires. Puis les premières fois, si tu hésites un peu, eux autres, oublie ça, ils ne donnent pas de chance. Qu'ils niaisent pas. Puis Jas, elle disait, arrête, là, tu vas trop vite. Jas, si je ne vais pas vite, ça va faire un carambolage. C'est fou. Mais c'est mon numéro 9. Numéro 8. Oh non, tu vas le chanter. Numéro 8. Le prix des vins. Tu vas à l'épicerie, tu prends un vin qui coûte 30, 40, tu le payes 5 €, 7 €. Un bon vin, là. Là, tu te dis, je ne m'ennuie pas de la SAQ. C'est pour ça que tu es obligé d'en boire à tous les jours, en grande quantité. Tous les soirs, tous les matins. Tous les soirs! Je sors dans les bars. C'est qui chante ça, Marc? C'est RBO. Bravo. Hey, t'es fort à soir, le DJ. Puis je dors debout. Ben oui, DJ Fun. Numéro 7. Numéro 7. En sensualité. Sais-tu qu'est-ce qui est populaire là-bas dans les boissons gazeuses? Non, mais je sens que tu vas me le dire. La Fanta. Ah, ouais. Ils ont ça sur les menus. Tu regardes le menu, c'est écrit Fanta. Tu vois plein de monde avec des canettes de Fanta. Ah, ouais. C'est de l'orangeade. Ouais, c'est de l'orangeade pour nous autres. Puis ils ont ça sur le menu. Là, tu vas voir café, thé, Fanta. Ils appellent ça les bébites. Là. Bébites? Oui, les bébites, c'est comme les breuvages. Pour moi, bébite, ça veut dire breuvage. Je sais pas, c'est toi qui es en Italie. J'en suis une. Mais oui, il y a des mouches chez vous. On est rendu à quel numéro, là? 6! Numéro 6! Je sais pas si t'es un gars de déjeuner. Moi, là, des bonnes toasts ou des œufs brouillés ou de temps en temps un bon déjeuner nord-américain. Oui, on en a trouvé un. Le reste, puis les toasts, c'est une tranche de pain avec de l'huile d'olive, parce qu'eux autres, toutes l'huile d'olive sur tout. Là. Tu bois de l'eau, ça goûte l'huile d'olive. Le savon, le shampoing, c'est tout à l'huile d'olive. Les déjeuners, là, les croissants, je trouve que c'est bourratif. Puis des chocolateries, puis toutes des affaires sucrées. Ils l'ont pas. Tu vas t'ouvrir un Cora là-bas,
tu deviens milliardaire. Il faudra en parler au millionnaire Martin Brissette de s'ouvrir un Cora là-bas. Oui, il faudrait y en parler, c'est vrai. Ouais. Ou Madame Puis, Cora. J'ai rencontré Madame Cora sur un terrain de golf. oui? Ben oui, c'est très sympathique, Madame Oui, Cora. oui, oui, oui. Mais moi, quand je vais Ça- chez Cora, quand je vais au restaurant déjeuner, là, m'en sac des noms puis des affaires compliquées. Ouais. Je peux avoir 2 œufs, bacon, Ouais, toast, saucisse. Pas ouais. des noms flyés. Je m'en sac du reste. Exactement. Je suis On ne comme chicanera toi. pas là-dessus. Les auditeurs Non. européens, peut-être qu'on les perd. On aurait dit à quel numéro, là? Number 5. Mambo number 5. J'ai pris des cours d'italien. Tu sais comment je t'ai rendu bon avec Duolingo, là. Un Non. café ou un thé? Buongiorno. Tu nous as- Grazie. Hey, depuis ton début de voyage, tu as dit 3 mots en italien sur le Ils podcast. parlent tous anglais. Tout le monde parle anglais en Ça parle pas Italie. italien. Ben non, parce qu'ils s'adressent. Il y en a même qui parlent français. La place où j'ai mangé des œufs brouillés, là, le seul Oui. que j'ai trouvé non loin du Airbnb, la fille, elle nous parlait français cassé, là, mais elle se forçait. Tout le monde parle anglais, à part Léon. Léon qui? Le pape? Ah, Léon XIV? Non, c'est Il le t'a pas parlé en 14, là? français? Je ne sais pas. Il n'a pas T'as pas voulu me. compris? Là, c'est le prince Charles qui est là, cette semaine, mais moi. Puis il y a une fois, on marchait. Je pense que c'est le dernier jour où on a fait 140 km là, à pied. Et à un moment donné, là, on voit les policiers tous barrés à 2 coins de rue de chez nous, on disait chez nous. Et là, c'était les taxis, le point sur le klaxon, mon gars, parce qu'ils barraient, parce que ça sortait du Vatican avec des voitures un peu comme un convoi. Là. Je ne sais pas si Ouais. c'était le pape ou qui, là, des cardinaux. Puis c'était long. Et au lieu de dire OK, go, on part, là, il y en avait 2, 3 qui passaient. Là, les taxis klaxonnaient, attendaient 1, 2, 3 minutes, rien bougeait. Puis là, il y en avait 2, 3 autres qui sortaient. Il aurait pu se parler et sortir tout en Hey, j'aurais pu t'organiser ça, moi. Comme la visite à la basilique Saint-Pierre et qu'ils ne l'ont pas. Qu'ils Comment l'ont ça? pas. Ah, ben, c'est une autre histoire. Bon, mais numéro 4. Des toilettes payantes. Tu sais, Ouais. on se promène, nous, ici, avec les cartes de débit puis cartes de crédit, tu sais, mais c'est rare qu'on a du change dans les poches. Là-bas, Et, c'est des toilettes payantes avec de l'argent. faut que tu amènes 1 euro. Tu sais, Ah. 1 euro. Si t'en as pas, hey, là, Jazz a pogné les nerfs. A pogné les nerfs. Moi, j'ai une vessie d'acier, comme mes mollets. Moi, je peux passer 24 heures sans. Quel genre uriner. d'acier, ça? C'est trempé, galvanisé, mais c'est pas noir. OK. J'espère, sinon ça Mais irait ça, mal. c'était mon numéro 4. Là, ça, je trouvais ça bizarre. 1, 2, 3. Les motos. Les y en a, motos hein? là-bas. Là-bas, j'ai vu aucun Harley, comme de raison. C'est des J'imagine. scooters, là, des Ouais. Vespa. Mais eux autres passent où ce que l'auto passe pas. Fait que s'il y a 50 chars en ligne à une lumière, les motos passent à gauche, à droite, dans l'accotement. Eux autres, là, tout est permis. C'est fou, fou. Quand tu traverses, il faut que tu fasses attention Ouais, parce tu regardes de que tous les bords, de tous les côtés. c'est incroyable. Ils ont le droit à tout. Il n'y a aucun règlement pour les motos là-bas. Tu me parles de tout. Tout! 2. La taille des euros en papier. À un moment donné, j'ai dit, tu sais, nous autres, nos billets, tous nos billets sont la même grandeur. Ouais. Fait que j'ai demandé à des gens pourquoi que les euros sont tous de différentes grandeurs. Là, ils m'ont répondu, ben, c'est pour les non-voyants. Ils peuvent savoir c'est un quoi. Ben, OK, nous autres aussi, les non-voyants, demande à quelqu'un parce que tu ne sauras pas c'est quoi. C'est un 5 ou un 10 ou un 100. Ou En Europe, là, tu peux taponner ton billet, puis le non-voyant peut dire « Oh, c'est un ça, 5 c'est un euros. 10 euros, ça. Tabarnouche au textile. Et là, pour terminer, the number 1, le numéro 1. Lui, ça m'a gossé. Quoi, ça? Tu vas dans un restaurant, il n'y a pas de siège de toilette. Hein? Non. Ça m'est arrivé au moins 8 fois dans mon voyage. Le trône est là,
pas de siège. Tu fais quoi? Fait Tu fais un que, squat? tu fais travailler tes muscles parce que tu t'assois pas. Pas le temps de lire un livre là, Marc? Eh, Seigneur, non. Non, je te dis, tu te tiens, puis ils n'ont pas, pas de siège. Ils n'ont pas de siège après les toilettes. Ouais, c'est... Incroyable, Marc, là, je Hey, t'entends. moi, là, je me partirais un Cora puis une compagnie de siège de toilette. Tu serais multimilliardaire, Marc. Hey, Martin Brissette, va t'habiller. Ah ouais, ça serait un pauvre à côté de toi, Martin. Hey, ça conclut les top 10 des bizarreries. J'ai pas eu ça. Hey, Marc, en rafale, on continue les nabs. Parce que sinon, on passera jamais à travers tout le On stock s'est qu'on a fait là. chicaner Par qui? par Bertrand Hébert Comment ça? parce qu'il a écouté le podcast sur l'Italie. Puis Oui. il me dit Madusa n'est pas né en Italie. En fait, dans sa biographie, elle révèle que celui qu'elle croyait son père et finalement avait aucun lien avec l'Italie. Ça a l'air qu'ils ont donné ce nom-là. Puis elle n'est pas italienne, mais 000. Puis comme elle dit dans Wrestling Magazine, ils disent qu'elle est née à Milan. C'est ça que j'avais mentionné. OK. Elle dit c'est complètement ridicule. J'ai aucun lien avec l'Italie. Alors, merci au professeur. Ben oui, la Bertrand précision est Hébert. faite. Hey, on continue là, les nouvelles à Blondin, les nabs là, en rafale. Kylian Jouan et son exposé sur Marc Blondin à venir. Oui, parce que là, eux autres, ils ont comme beaucoup de fois dans l'année 2 semaines de vacances. OK. Fait que là, Toujours ils en sont vacances, vac- c'est ça. Ouais, toujours en vacances. Puis c'est pour ça que David. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. C'est pour ça qu'il n'est pas très culturé, parce que leur année scolaire, ils n'apprennent rien. Mais tout ça pour te dire que Oui. Kylian devrait au retour faire son exposé. Et là, je me disais, j'espère que ça va être filmé. Et j'ai dit à David, veux-tu que je fasse une vidéo pour parler aux jeunes puis à sa maîtresse, tout ça? Tu sais, j'imagine. Je m'appelle Marc Blondin, Mr. Fun Dada, et je vous présente Kylian, comment tu l'as appelé, le plus jeune Casanova des pauvres. Là, tu l'as appelé de même à un moment ce que donné. j'avais dit, ouais. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Le mini Casanova des pauvres. C'est ça, exact. Fait qu'on le salue. Lui, il est à l'écoute. Bon, parfait. On continue, là. J'ai entendu des rumeurs. J'ai lu ça dans les magazines. Ça discute là, sur le marché noir. Que se passe-t-il avec la soirée Richard le Magnifique Charland du 5 novembre prochain? C'est confirmé. Ça a lieu. La vente des billets est très lente, mais j'ai parlé avec Martin Brissette, puis pour lui, money is no object. Les millionnaires. Il m'a dit exactement dans ces mots-là, si on est 2000 dans le trou, moi, j'en paye 1990, puis toi, Marc, tu payes 10 piastres. C'est ça qu'il t'a dit? Oui, il m'a dit ça dans ces mots-là. Mais on fait toujours ça le 5 novembre, ça s'en vient vite. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. Ça va être une soirée vraiment extraordinaire. 35 $. Réservez vos billets. Jocelyn Brun va être là. Juste pour ça, ça va être... Ben oui, ça vaut le j'ai hâte déplacement. d'avoir les questions qu'il va poser. Mais ça va être une belle soirée. Je vous invite à vous joindre à nous. Puis c'est à Ville-et-Mort où tout a commencé pour le Magnifique, qui, lui, ne s'est pas fait dépasser par Crosby. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que l'autre Magnifique s'est fait dépasser dans les points en carrière par Crosby, mais pas le Magnifique Richard. C'est une chance que Sidney lutte pas, mais ça, c'est une autre histoire. Hey, Marc, je continue en rafale. Grand Royal Wallinac, tu as rencontré la gang là-bas et là, c'est confirmé en février prochain, le 21 février, c'est ça? Je suis allé voir, c'est la première chose que j'ai fait. En revenant de Rome, je me suis couché très tôt, levé très tôt, 1h, 2h du matin à cause de fameux décalage. Donc, j'avais pris un rendez-vous à 9h le matin là-bas. Et là, j'ai vu le trafic qu'il y avait à Montréal, c'est fou. Ça m'a pris 2h30. Mais je suis allé voir la salle terminée là-bas, la fameuse salle de spectacle. Ça doit être beau. C'est beau, c'est bien fait, le son, l'éclairage, c'est parfait pour MMA, boxe, lutte, spectacle. Il va y avoir plein d'affaires là. Et
mon épouse avait gagné au tournoi de golf, je te l'avais-tu dit, un cellier, un frigo pour mettre 24 bouteilles de vin. Elle avait gagné 24 bouteilles de vin en plus qui vont dans le cellier. Et c'est moi qui n'ai pas pigé, mais qui a nommé son nom. Fait que la fille, le gars des vues, ça. La fille, elle pige le nom. Marie-Ange, elle me regarde. Là, pourquoi qu'elle me regarde de même? Là, je nomme Jacinthe Harvey. Et il y avait 2 tirages, 2 prix. Le deuxième, c'est un télémètre de golf. Elle pige le nom, elle me le donne, Jacinthe Harvey. Les 2 fois? Les 2 fois, 2 tirages, ma femme gagne les 2. Hey, c'est pas arrangé, ça. Ben, je te jure que c'est pas arrangé. Je suis allé chercher ces cadeaux. Je suis allé chercher en même temps tous les accessoires que j'avais prêtés au tournoi de golf qui a eu lieu avant mon départ. Et j'ai rencontré Cédric Caron. Pour BetGRW, j'envoie régulièrement les vidéos que je fais pour à la carte. Il aime ça. Et je ne sais pas si tu as vu ce que Maker Guerrier fait pour un site de paris sportifs. Là. Comment il s'appelle celui au Québec? Bet99? Non, en français. Il y en a un, là, c'est québécois. Mise au jeu? C'est pas mise au jeu? Oui, mise au jeu, il fait ça. Et on devrait finaliser le deal. Et à chaque match, il va faire une courte vidéo légèrement humoristique, mais plus sur les choisissez dans les équipes. 3 équipes qui vont gagner ce soir, et avec une cote que je vais leur donner. D'accord. Fait que ça, c'est intéressant. Et on regarde ensemble pour une 20aine de dates en 2006 où j'irai animer toutes sortes d'événements. Et en plus, on a mis un petit hic sur le 14 novembre qui serait un autre Simmania là-bas. Donc, de grandes choses. Ils savent qu'ils ont trois possibilités d'animateurs. Il y en a un. Ils savent qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui donne. Il y a une fille qui m'a remplacé. Elle travaille à la radio là-bas. Elle est bonne, mais il manque l'expérience d'interaction que moi j'ai avec le monde. Exact. Et c'était une journée de rencontre très remplie. Et Cédric Caron qui me dit tu es capable d'organiser ça, toi, un concours pour qu'on fasse un tirage pour aller voir les gens. Un gagnant t'accompagnerait pour aller voir un Raw ou un SmackDown à New York ou à Boston, à Lyon, tout ça. Moi, je pense que je suis capable d'organiser. Capable de t'arranger, hein, Marc? Mais c'est sûr que, tu sais, dans la tête du monde, ils veulent aller voir Raw ou SmackDown. Mais on n'aura rien de plus. Tu comprends? Ouais. Tandis que si c'est plus dur à passer, mais si on va à un TNA, ben, je peux les amener en arrière, je peux les faire rencontrer des lutteurs. L'expérience serait tellement différente. Mais on parle, le tirage aurait lieu le 14 novembre 2026. Et tous ceux qui viennent dans les Simmania dans l'année pourraient s'inscrire, plus ceux qui vont sur betgrw.com. Fait il y a des gros projets, on est là-dessus. Là. À suivre! Et tout ça fait que le voyage de l'automne prochain va être payé. Bon, voilà, Marc. Pense à son prochain voyage. Hey, je continue. Sûr. Le ring, c'est-tu réglé ton ring? C'est fait, ça? Il est en construction, ça va très bien. Je suis content. Je récupère des choses que j'avais, que l'autre personne ne me redonnait pas. Là, je suis en train de récupérer ça. Tout est en train de s'arranger. Vraiment, vraiment hâte de le voir fini. Mais là, j'ai su que, justement, ben, toi, tu en as parlé là, lors du podcast de la semaine passée qu'Eddie Edwards avait reçu une souplesse ou je ne sais pas quoi là, dans le ring. Mais là, c'est fini. Et justement, pour revenir à le Grand Royal Wallinac et betgrw.com, on est à ça de finaliser un deal qui serait commanditaire du ring. OK. Comme WWE, là, ça soit sur le tapis du ring. Probablement qu'il prendrait les 4 jupes. Il y aurait les 2 logos plus le Simmania dans le milieu. Fait que c'est sûr que ça va être un ring de qualité. Il va être beau. Ben oui. Ça va être ça à coche. Ça à coche, comme on disait. Je continue, Nouvelle à Blondin. Recherche de publiciste.
Oui, ça, je t'en ai parlé, j'en ai parlé plusieurs fois. S'il y a quelqu'un qui a le goût de travailler dans le monde de la lutte et d'aider à la promotion, qui connaît les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est beaucoup pour moi de faire ça et j'aimerais vraiment avoir de l'aide. Fait que t'es un peu débrouillard, c'est quelque chose qui te tente, mais écris-moi en privé. On va faire des choses ensemble. Parfait, je continue, Nouvelle Blondin. L'équipe travaille sur une nouvelle offre VIP pour les Simmania. Oh, ça va être fou. Ouais. J'ai fait Ça serait un genre de 4 à 6 OK. pour les VIP. Mettons que le show est à 7, les gens viennent à 4 heures, il y a 4 stations. Une des stations, c'est un petit cocktail avec des grignotines. Rencontre des lutteurs qui peuvent leur poser des questions, jaser avec eux autres. Une des sections, c'est dans le ring. Mastro peut leur donner un chop, un enfourchement. Ils peuvent avoir leur présentation avec la musique. Tu sais, une OK, expérience c'est cool, ça. vraiment spéciale. On travaille là-dessus et la première aura lieu le 21 février à Simmania 12 à Wallinac. Oh, alors ça s'en vient vite, ça. Très vite. À suivre. Hey Marc, le dernier point que j'ai, c'est autre sujet que j'oublie. En as-tu oublié? Ben, il y a à la carte qu'on va reprendre on va reprendre les lives Live. pour les cartes de lutte. On a fait une pause, évidemment, et on commence à faire d'autres choses, là, d'autres vidéos qui ont plus ou moins rapport avec les matchs de hockey puis tout ça, mais qui peuvent permettre aux gens de gagner des cartes et tout ça. Fait, il y a Ouais. plein de choses qui s'en viennent avec les gens de à la carte. On les salue, LPT et toute la gang. Hey, je pense que ça T'sais- conclut. Oui, Tu vas-y, sais Marc. que si David Jouan faisait le même deal en Europe que moi avec à la carte, lui, ça serait à la carpe. Oh, oh! Ça, c'est très bien ficelé. Hey, on finit les nouvelles à Blondin comme ça parce que, wow, ça, c'est un de tes meilleurs jeux de mots en carrière, Marc. C'est plate que Merci. ça t'a pris 40 ans de carrière pour le faire, mais bravo, Marc. Bravo, Marc. Hey, on tombe dans le vif du sujet après des nouvelles à Blondin qui allaient dans tous les sens, mais fort intéressant. On parle de Mad Dog Vachon cette semaine. Oui, parce que à un moment donné, à Sainte-Madeleine, au club de golf, je suis allé jouer avec mon ami Sylvain Fortin. Ben, on le salue. Ton on premier le employé, salue. Sylvain Fortin. Exactement. Et lui, il prend des grandes marches parce qu'il n'est pas en forme comme moi. Et il écoute le podcast en marchant. Il rit beaucoup, semble-t-il. Et Ben, il on me le dit, salue, hey, il est sûrement à l'écoute. Oui, c'est sûr qu'il est à l'écoute. Il me dit Yves Thériault, qui est un ami de longue date. On a travaillé ensemble à C'est quoi tout ça? C'est un auteur, c'est un documentariste. Et Oui. lui, je pense que je t'ai donné les détails que je n'ai pas devant moi. Il a fait un documentaire. Enjeu, JE, L'homme derrière enquête. Oui, l'homme derrière la bête, c'est ça le exact. titre? Exactement. Et il a été chez Mad Dog, je pense que c'était en Oregon, où il demeurait, là, à Omaha, je ne sais pas, dans ce coin-là. Il l'a suivi, il était avec lui, il est devenu très, très près. Il y a plein d'anecdotes qu'il va nous conter. Mais il y a aussi Bertrand Hébert, qu'on lui a demandé de nous résumer. Et c'est drôle parce que j'ai vu des gens Tu l'avais, aujourd'hui. Marc, à Omaha, au Nebraska. C'est ça. Bon, ben, j'avais le Omaha, mais je n'avais pas le Nebraska. Fait que C'est ça. tantôt, Tu peux pas tout avoir, Marc. j'ai eu 2 bons titres de chansons. Fait que ça me donne Hey, ça. 3 Ben oui, sur 3 4. points. Pas pire. Bravo, Marc. Et il y a bien des gens qui ne connaissent pas Mad Dog Vachon, les plus jeunes. C'est une personne qui n'avait pas le physique d'un Hulk Hogan. Hein? Il est trapu, poilu comme David. Ben oui. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan, dans le spa velu. Alors, c'est un personnage que est très, très populaire au Japon, aux États-Unis, qui est revenu terminer sa carrière ici. Et j'ai relu le livre, on en a parlé, puis tu avais raison, c'est bien Bertrand et Pat qui l'avaient Ouais. écrit. Ça s'appelle tout simplement Mad Dog Vachon. Et dans le livre de Ric Flair, il en parle, il l'a rencontré quand il avait 17 ans. Ric Flair était lifeguard et il y avait les 3, Butcher, Mad Dog et Viviane qui étaient là à la piscine. Puis il les a rencontrés alors qu'ils étaient doormen d'un club. C'est
une personne, un personnage extraordinaire et présente Bertrand qui va nous résumer cette carrière folle de Mad Dog Maurice Mad Dog Vachon. Alors, sans plus tarder, il est de retour sur le podcast. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, mais toujours très pertinent. Le professeur Bertrand Hébert. Mesdames, messieurs, on vient de le présenter, le professeur Bertrand Hébert. Bertrand, depuis ton retour de Vegas, je n'ai pas eu la chance de te féliciter pour ce prix. C'était vraiment très cool de voir les photos et tout ça. Tu dois être content d'avoir reçu ça avec ton ami Pat Laprade. Oui, non, c'est sûr que pour recevoir un honneur du Cauliflower Alley Club, c'est quand même quelque chose de spécial. Quelque chose que quand ça se passe, quand tu es là au banquet, tu te dis peut-être un jour, mais tu y crois pas vraiment. J'étais là, moi, l'année d'avant également. Puis, tu sais, je pense qu'on en a encore une couple d'années avant que peut-être être considéré. Puis là, cette année, l'invitation est arrivée. Donc, ça a été vraiment spécial. J'adore Vegas, comme je te l'ai déjà dit. Donc, en plus, c'était spécial pour ça. Donc, ma fille est venue avec moi. Fait qu'on a faire un voyage en même temps. Fait que ça a été super. Et on a vendu beaucoup de livres, dont des livres de Maurice Mad Dog Vachon. Oui, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Je regardais, et justement, mon épouse Jas, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, elle regardait la photo de Pat Laprade sur le livre en arrière, là, le landau du livre de Mad Dog Vachon. Cette photo-là, c'est incroyable. Incroyable. Même Pat Laprade n'en vient pas encore. Si j'avais la chance, je vais peut-être essayer d'envoyer. À la convention le 20 septembre, je vais essayer d'amener on a une photo géante de cette photo-là avec la pancarte. Ouais. Non. Oh, Colin. T'es pas game. T'es pas ça, game. C'est sûr que je suis game, je l'ai trouvé dans mon grand ménage. Bertrand, on veut parler justement de Mad Dog Vachon. Parce que je reçois également sur l'épisode de Yves Thériault, un de mes anciens collègues à C'est quoi FM, qui a fait un documentaire et qui a plusieurs anecdotes à nous conter. Et le fait que je t'ai lancé l'invitation pour parler de Mad Dog a fait que j'ai ressorti votre livre et c'est ma deuxième lecture. Je suis rendu aux trois frères Vachon. 67, peut-être, là, quelque chose du genre autour de ça. Les dates, moi, je me réfère toujours au livre. OK. Fait que, tu sais, je te dirais que je suis rendu à la moitié du livre que je veux relire pour cet épisode-là. C'est tout un personnage, ça a été, parce qu'il est décédé, Mad Dog Vachon. Wow, toute une histoire. Oui, puis je repensais à ça encore ce matin. Maurice, on peut dire que autant à son époque qu'un Gorgeous George à un autre, Maurice, c'était un poster boy, si on veut, pour la lutte spectacle, pour le sports entertainment. Parce que oui, Mad Dog était épeurant à une certaine époque, etc., mais le personnage de Mad Dog, le divertissement qu'il nous apportait, puis quand il va devenir l'espèce de vieux mononcle un peu cinglé, charismatique, babyface, il va nous faire sourire beaucoup, puis il va nous divertir beaucoup. Il nous divertit encore beaucoup si on se donne la peine de regarder certaines de ses entrevues ou de certaines de ces éléments qu'il pouvait faire, là, que nous, en plus, on a été super chanceux au Québec parce qu'on a vu des choses. On a vu un côté de Maurice que pas beaucoup d'Américains ont vu avec ses participations aux émissions de télé, avec Michel Jasmin, entre autres, le pirate Mad Dog et toutes ces autres aventures. Oui, à la fin de sa carrière, là, il était devenu la coqueluche au Québec, mais en lisant votre livre, on s'aperçoit que ça n'a pas été le Québec qui ne l'a pas accueilli autant qu'il l'aurait voulu au début. Oui, mais ça, c'est toujours, c'est comme n'importe quel territoire dans la lutte. Il y a toujours un certain protectorat. Puis au Québec, c'était très clair qu'il y avait toujours un protectorat du territoire de Montréal par les personnes en charge de l'office.
quand on parle de l'Office, on parle des promoteurs et des propriétaires de la compagnie. À l'époque d'Yvon Robert, ben, il n'y avait pas vraiment de place pour d'autres Québécois, à part que dans le rôle du super faire-valoir, un peu à la Larry Moquin. Donc, c'est là que Maurice va s'expatrier parce que, oui, il avait gagné une médaille aux Jeux de l'Empire, comme il aimait le dire, maintenant les Jeux du Commonwealth, mais ça restait un lutteur un peu standard. Il était un beau bonhomme qui sait lutter. Ça C'est se ça. résumait un petit peu à ça, Maurice. Puis là, il vivait sur sa réputation. Mais donc, à partir de là, il va s'expatrier comme beaucoup de Québécois vont le faire, puis il va trouver le succès à l'étranger. Mais ça va être la même chose quand c'est les Rougeaux. Ils vont faire venir Maurice pour être le méchant de service contre les Rougeaux. Mais bon, Maurice va avoir un accident de voiture, ça va contrecarrer un petit peu les plans. Mais pour se faire aimer, effectivement, Maurice a quand même le record d'assistance au Québec avec son fameux 29 000 au Parc Jarry contre Keller Kowalski. Le méchant du Québec contre le super méchant. Il va quand même, donc c'est ça, à la fin de sa carrière, avec sa retraite, avec son rôle de babyface, les médias vont l'adopter. Et monsieur, madame, tout le monde vont l'adopter parce que les gens qui se souviendront de Jasmin Centreville, puis je pense à Québec, là, je me souviens plus c'était quoi le nom exactement de l'émission de Michel Jasmin à Québec par cœur, mais Maurice va commencer là, dans cette espèce de rôle-là, d'inspecteur gourmet, où il va aller essayer des restaurants avec Michel Jasmin puis en faire la critique. Puis quand ils vont faire Jasmin Centreville à 4 saisons, qui est aujourd'hui, je me souviens même plus du nom de la station, mais nouveau, hein? On va voir Jasmin Centreville, une espèce de Tonight Show version québécois. Et Maurice va être le portier de l'ascenseur et devenir une espèce de Ed McMahon pour le Johnny Carson qui était Michel Jasmin. Exact. Donc, c'était quand même pas rien. Et tout ça va connaître un certain succès, là, donc jusqu'à l'accident qui va malheureusement donc, couper court sa carrière médiatique québécoise. Où, bon, il y avait entre autres le pirate Mad Dog. Mais, tu sais, le pirate Mad Dog va être quelque chose qui va complètement venir à l'encontre de ce qui faisait le succès de Maurice, c'est-à-dire d'être capable d'improviser sur de courtes périodes de temps. Et là, il va avoir des textes à apprendre, des caméras à regarder, et tout ça va devenir très, très compliqué pour lui, parce que malheureusement aussi, alors en 86, quand tout ça se produit, ben Maurice, il ne rajeunit pas, malheureusement. L'image qu'on a de tout le monde, là, quand tu dis Mad Dog Vachon, tout le monde a la même image de lui. Je pense. Là. La couverture de notre livre. Oui, exact. Mais tu sais, je dis ça comme si je pouvais rentrer dans la tête de tout le monde. Mais tu as dit tantôt un beau bonhomme qui sait lutter. Il y a une photo dans votre livre. C'est vrai que c'est un beau bonhomme, mais tu t'imagines pas que ce beau jeune homme-là peut devenir le visage et le bonhomme, la caricature qui était devenue Mad Dog plus tard dans sa carrière. Il va mettre du millage sur ce beau visage-là, mettons. Ouais, exact. Mais il va y donner beaucoup de caractère. Et c'est ça qui va venir faire la différence dans sa carrière. Il va être à Portland, il va attaquer le promoteur, pas le promoteur, mais attaquer l'arbitre, son adversaire, les policiers qui font la sécurité. Puis le promoteur va lui dire qu'il avait l'air d'un goddamn Mad Dog out there. Et de là, va adopter le surnom de Maurice Mad Dog Vachon qui va faire sa popularité. Mad Dog va devenir sa carte de visite. Il va en faire tout est basé autour de ça, ses entrevues, sa façon de parler, avec la bouche croche en grognant un peu. Il va mettre toute la sauce là-dessus. Et ça va lui apporter beaucoup de succès parce que nous, on se souvient, des gens de notre âge, on se souvient d'avoir vu Maurice justement en fin de carrière. Exact. Mais à l'apogée de sa carrière, Mad Dog va être 3 fois champion du monde de la AWA. Ouais. Parce qu'il va avoir établi déjà une relation avec Vern Gagné aux Jeux Olympiques en 48 quand il va aller à Londres. Et Vern Gagné a toujours eu un parti pris pour les lutteurs qui étaient des vrais lutteurs.
Et par conséquent, ça l'a forgé une relation qui a été très, très forte jusqu'à la fin de carrière, presque la toute fin de la carrière de Maurice. Même après avoir fait le saut à la WWE, Maurice va quand même travailler pour la AWA en étant dans le coin de Rick Martel, dans des galas à Winnipeg, entre autres. C'était une relation très forte et ça l'a établi Maurice comme quand même un des rares Québécois à avoir remporté un championnat du monde reconnu. Mais ça, c'est dans les années 60. Fait qu'on n'est pas beaucoup à. Toi, tu te souviens peut-être des années 60, mais à peine. Moi, je ne les ai même pas vus. Et malheureusement, de toutes ces époques-là, il ne reste pas énormément d'images, du moins disponibles. Et la lutte est complètement ailleurs par rapport à ce qu'elle va être dans les années 80 puis par la suite. Dans les années 70, là, il va être même champion par équipe à la AWA avec son frère Paul de Butcher Vachon, qui avait d'abord voulu surnommer Paul de Pig Vachon. Oui. Une idée qui plaisait plus ou moins à Paul. Mais force est d'avouer que Maurice il avait une idée là-dedans. Si on était au Québec, Vachon le cochon, ça aurait pogné. Hein? C'est sûr que ça aurait pogné, Vachon le cochon. Mais bon, ça fait partie de notre héritage. Ce qui est dommage avec Maurice, c'est que c'est un peu comme Yvon Robert au Québec. Sa mémoire s'estompe avec les gens qui ont connu l'époque d'Yvon Robert parce qu'il est parti tôt. Il y a une biographie sur Yvon Robert, mais il faut se renseigner un petit peu là-dessus pour comprendre l'impact de ce personnage-là. Avec Maurice, nous, on l'a vécu avec le livre. On pense que c'est quand même un de nos très bons livres. On l'a écrit en français en premier. D'ailleurs, petite anecdote, Maurice est décédé alors qu'on était en train de faire la promotion de la semaine prochaine, si Dieu le veut, au Salon du Livre à Montréal. Ouais. Ce qui nous a donné un boost à la semaine prochaine, si Dieu le veut, parce que là, tout le monde voulait nous parler. Et aussi démontrait, ça nous a conduit à la signature du contrat pour la biographie de Maurice Vachon. Parce qu'on avait le matériel pour le faire. Pat avait rencontré Maurice, j'avais rencontré Maurice. Malgré que en fin de vie, Maurice n'était plus vraiment en mesure de nous donner beaucoup de matériel nouveau. On avait quand même cette ligne directe-là à une histoire la plus récente, puis on avait une ligne directe avec Paul Vachon également pour faire le suivi là-dessus. Donc, en décédant à ce moment-là, ça nous a donné un petit boost, puis on a toujours voulu croire que, comme pour tous les autres Québécois, que ce soit Pat Patterson ou d'autres à qui Maurice a pris sous son aile ou a donné un petit poussée dans le dos pour que ça avance, que Maurice nous avait donné une petite poussée dans le dos pour que ça nous aide à avancer dans notre carrière. Donc, là-dedans, comme dirait Pat, à obtenir nos diplômes d'historien au Cauliflower Alley Club, qui était d'ailleurs un endroit que Maurice fréquentait régulièrement. Donc, c'est plate de voir un peu sa mémoire s'estomper. Les gens qui n'ont pas notre livre, le 20 septembre, on va en avoir plein de copies en français. Ils sont à 5 $. C'est comme si vous ne l'avez pas vu, si vous ne l'avez pas lu, c'est le temps ou jamais. Venez vous en chercher une copie. Vous allez en apprendre beaucoup sur ce personnage-là qui a façonné la lutte au Québec. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que Kevin Owens et Sami Zayn ont un exposure comme jamais aucun autre Québécois avait eu auparavant à l'échelle mondiale. Mais au niveau de la lutte professionnelle, jusque dans les années 80, le Québécois le plus connu à l'étranger, même si au départ on disait qu'il venait de l'Algérie, c'était Maurice Mad Dog Vachon. C'est un personnage que tout le monde connaît dans la lutte. Même quand ils ne le connaissent pas et qu'ils ne l'ont pas vu, ils ont tous entendu parler de Maurice Mad Dog Vachon. Mais c'est un peu plate de voir que plus que de gens qui ont connu l'époque de Maurice disparaissent comme Maurice est parti, que malheureusement, c'est pas. On voit nous la différence entre la biographie de Maurice et la biographie du Géant Ferré, qui, je pense, elle sera immortelle parce que c'est le Géant Ferré, c'est Andrew the Giant. Mais Maurice, on voit sa mémoire s'estomper, donc on va tenter par tous les moyens
d'allonger le plus possible, puis au moins, ben, ce livre-là existera toujours là, pour parler puis garder sa mémoire vivante pour des générations futures qui voudraient s'intéresser au monde de la lutte et à l'histoire de la lutte au Québec. Maurice est clairement un incontournable. Puis c'est pas juste pour le record. Si on pense à la lutte Grand Prix, sans les Vachons, il n'y a pas de lutte Grand Prix. La lutte Grand Prix va venir donner une compétition aux Rougeaux puis aux As de la lutte. On revient à notre protectorat de tantôt. Les As de la lutte, c'était la chasse gardée des Rougeaux. Et c'est bien normal, c'était leur compagnie. Mais c'est là, après la chicane avec Yvon Robert Senior, c'est là qu'il va aller chercher Maurice et Paul Vachon à la AWA. Et ils vont lancer, donc, Lutte Grand Prix. Et ça va donner une vie incroyable à la lutte dans les années 70. Les codes d'écoute vont exploser. On a 2 émissions. On était le Monday Night War avant le Monday Night War. On avait la lutte Grand Prix contre les As de la lutte. Chacun va faire un méga spectacle au Parc Jory. C'était une époque formidable. C'est une époque au Québec que j'étais là, j'étais vivant, mais j'avais à peine 1 an ou 2. C'est une époque que j'aimerais pouvoir aller acheter un billet puis m'asseoir dans un coin de l'édifice pour voir le spectacle. Parce que ça devait être assez spécial de voir cette époque-là. Surtout que c'était pas observé comme la lutte peut l'être aujourd'hui. Donc, ça serait intéressant de voir tout ce qui a pu se passer puis que malheureusement, l'histoire a perdu au fil du temps. Mais Maurice est impliqué là-dedans. D'ailleurs, dès que Maurice et Paul vont quitter le bateau, Lutte Grand Prix, qui est parti en feu, va tranquillement s'estomper et disparaître. Et pourquoi, quand tu dis ils quittent le bateau, on se retrouve à peu près quand? Je sais que tu dis. Le Grand Prix, c'est approximativement, là, il y a 2 ans là, où c'est la folie. Là. Donc, mais comme on l'explique dans le livre d'ailleurs, ben, il y a beaucoup de conflits internes, beaucoup de chefs. Il y a Édouard Carpentier qui est impliqué aussi dans le Grand Prix. Et Yvon Robert Junior qui va hériter de son père parce que Yvon Senior va décéder durant tout ça. Tu disais que tu avais 1 an ou 2, là. Oui, moi je suis né en 71. OK, fait qu'on parle 72, 73. OK. 71, 72, 73, là, c'est là que ça se passe. OK. Les débuts, puis l'apogée, puis la tranquille descente vers l'oubli. Okay. C'est dans ce temps-là que ça se passe. Dans ces 3 années-là, ou approximativement, là, plus ou moins 6 mois, 1 an. Là. Okay. Mais parce qu'on en parle dans le livre, là, mais après le Grand Prix, il y a diverses promotions qui vont reprendre le flambeau sous diverses appellations. Là, mais encore une fois, je vous invite à lire soit la semaine prochaine, si Dieu le veut, ou Maurice Mad Dog Vachon pour apprendre tous les détails de cette époque-là qui est fascinante. Là. Et beaucoup d'éléments là-dedans qu'on a découverts pour les livres à force de recherche et d'entrevues. Donc, c'est bon de... Et quand il y avait tous ces chefs et Indiens-là ensemble, on en parle dans le livre de Maurice Vachon. Maurice aurait déjà dit qu'il se réveillait la nuit pour haïr Carpentier. Là. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de conflits d'ego dans cette compagnie-là, malheureusement. D'ailleurs, souvent, en faisant l'historique de la compagnie de lutte Grand Prix, Maurice avait ses shows avec Paul sur la route en finale, puis Jean Ferré et Édouard Carpentier étaient en finale sur un autre show le même soir dans une autre ville. Donc, et là, c'était un peu à qui va attirer les meilleures foules. Ouais. Et après ça, c'était d'arriver à Montréal puis de s'obstiner un peu à qui était pour être la vedette ou le main event du spectacle. Donc, c'est la triste réalité de lutte Grand Prix, mais je veux dire, tu es dans le monde de la lutte aujourd'hui, les combats d'ego, d'opinion font toujours rage aujourd'hui à plus petit niveau. C'est les mêmes principes, mais là, on parlait de plusieurs milliers de dollars. De 2 compagnies qui roulaient à fond le tapis. Malheureusement, c'est comme ça, la lutte. Ça reste beaucoup une décision personnelle de la personne qui prend la décision, qu'est-ce qui va être le produit au final. Et tu peux prendre de très, très bonnes décisions, tu peux en prendre des très mauvaises. Puis tu peux en prendre une très bonne aujourd'hui puis une très mauvaise demain. Ouais. Ça reste un purement décisionnel. Donc, c'est difficile de retrouver une équipe
que tout le monde va être toujours d'accord sur tout. Puis là, quand on parle de... Et moi, j'aime bien l'exemple, tu sais, c'est quand tu montes dans la lutte, tu sais, t'es toujours le meilleur dans où ce que t'es. Ouais. Quand tu commences, c'est toi le meilleur des meilleurs. Puis là, tu montes, t'es toujours le meilleur. Mais quand tu arrives en haut de la pyramide avec tous les meilleurs des meilleurs des meilleurs, puis là, c'est un peu Ouais. ce qui arrive avec le Grand Prix, tu as tous les meilleurs des meilleurs qui ont fait leur nom à l'extérieur du Québec, qui reviennent au Québec. Puis tu as Carpentier, qui est comme une légende de par lui-même au Québec. Ben, ça fait beaucoup de monde, beaucoup d'ego à servir en même temps. Et ça, c'est toujours difficile. Dans le livre, il y a une photo de vous deux avec Maurice. Mhm. Ça a été pris combien de C'était temps? à la convention en Iowa, la dernière convention que Maurice a été, je pense. Il y a un Hall of Fame, puis un musée en Iowa, le George Stragos Lutez Museum, qui couvre à la fois la lutte olympique et la lutte professionnelle, puis qui tente d'honorer le plus possible les lutteurs professionnels avec un passé olympique ou un passé de lutte olympique. Maurice était un régulier là parce qu'il était quand même pas très loin d'eux. Et c'est à cet endroit-là que moi j'ai rencontré Maurice là, pour l'avant-dernière fois, parce que c'est l'avant-dernière. Potentiellement la dernière fois, parce que quand il était venu avec Maurice, moi j'étais là aussi à la NCW, là, quand il avait fait une apparition à la NCW avec Paul. C'est à l'époque du documentaire, ça, la visite à la NCW. Fait que moi, on l'avait vu à ce moment-là, puis on avait Mad Dogs, Midgets and Screwjob, la version anglaise, avec nous, là, puis on avait pris une photo avec Maurice à ce moment-là. C'était en donc, Mad Dogs, Midgets and Screwjob est sorti en début 2013, donc c'est en 2013, probablement à l'été 2013. Habituellement, cette convention-là, là, c'est en juillet de 2013. Donc, ça, c'est un grand moment, ce qui me permet d'avoir ma copie de Mad Dogs, Midgets and Screwjob avec la signature de Maurice. Puis, c'est vraiment... c'était difficile parce que Maurice n'était plus tout à fait à 100%. Tu veux dire quoi par là? Ben, au niveau cognitif, là, il y avait une perte. Tu n'étais pas nécessairement capable d'entretenir une conversation complète avec Maurice à ce moment-là. OK. Toi, tu étais encore capable de gagner au crib. Ça dépendait, ça dépendait de l'exercice du moment. Je fatiguais beaucoup plus rapidement, bien entendu, aussi, puis ces choses-là. Là. Ce qui est tout à fait normal. Là. Maurice est en chaise roulante. Puis bon, dans le livre, on raconte beaucoup, là, Pat a passé beaucoup de temps avec Cathy, sa veuve. On parle beaucoup des derniers temps de la vie de Maurice, puis de la maladie, puis comment diminuer il a été. Puis moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup là-dedans parce que nous, on raconte l'histoire là, dans la jeunesse de Maurice, où Maurice part, quitte la maison, prend le train, puis veut se sauver de par le monde. Et en fin de vie, Maurice était en chaise roulante, puis il était dehors en sécurité, mais il a trouvé le moyen de passer par-dessus pour pouvoir partir, puis s'est ramassé en plein milieu de la rue avec sa chaise roulante. Donc, même dans la détresse ou dans la perte de ses moyens, ce désir de voyager là, puis de partir de par le monde était encore là, parce que c'est une de ses dernières aventures, si on veut, là, malgré la maladie, là, de tenter ainsi de s'échapper T'en pour parles, ben vous en partir. parlez dans le livre de sa collection de timbres qui était pour lui sa façon de voyager plus jeune. Sur les bancs de l'école, Maurice ne songe qu'à une chose, s'évader. Moi, j'avais mon livret de timbres, et puis là, tous les pays du monde, je mettais ça, puis je voyais ça là, en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne, un peu partout. Et pour moi, c'était un échappement de l'école. Je m'évadais dans mon esprit dans tous les pays du monde. Et puis, c'était la libération de l'école. Même les pigeons voyageurs, il y en avait une vingtaine que Mhm. tu sais, on est vraiment ailleurs. Puis Ah, ceux mais c'est qui. sûr, hein, au niveau de l'époque, Ouais. tu sais, je l'ai vécu quand j'ai travaillé avec Pat Patterson aussi sur sa biographie. C'est difficile de s'imaginer cette époque-là pour nous. Ouais. Parce que, tu sais, Ben,
Tu sais, Pat, il racontait là, d'aller au bain public, qui était une piscine, dans le fond, pour se laver parce qu'il n'y a pas l'eau courante, puis il n'y a pas de douche, puis il n'y a pas de bain à la maison. T'as de la misère à imaginer ça. Parce que nous, dans les années 60, dans les années 70, on n'a pas connu ça, là. Ça fait comme pas de sens dans notre tête de ne pas avoir l'eau courante à la maison. Comme Bertrand, que tu sors dehors, puis c'est les Français qui se battent contre les Anglais dans la cour d'école, puis tout ça. Tu sais, aujourd'hui, Ouais, c'est ça, c'est. exactement, là. Fait que, tu sais, c'est comme une époque totalement différente. Donc, on aime plonger les gens dans cette époque-là, de les faire réfléchir là-dessus, puis de les faire chercher là-dessus, parce que c'est difficile de même s'imaginer cette époque-là. Fait que donc, Maurice vient d'un background très, très dur. Tu sais, t'en Ouais. parles, des batailles, puis son père qui était policier, il avait très peur qu'il finisse mal, là, comme on dit. Ouais, il Euh, était doorman à un moment donné, là, il C'est ça, sortait le parce qu'il était il- considéré le plus tough de la ville. Puis quand il était Ouais, considéré le plus tough de la ville, il y a tout le temps quelqu'un pour venir te chercher. ouais, Et puis comme Maurice essayez. s'était fait dire, si tu es trop tough avec tes poings, il y a quelqu'un qui va arriver avec un couteau ou quelqu'un qui va arriver avec un gun. Ouais. Fait que c'est ça. Et la lutte a un peu sauvé sa vie là-dessus, parce que justement, il va pouvoir quitter de par le vaste monde, vivre son rêve de voyager et devenir là, une vedette. Parce que au final, quand Maurice revient au Québec, ben, il est aimé. Et sûrement que si on ferait un sondage aujourd'hui d'un des lutteurs les plus aimés, tant qu'il nous restera des gens qui ont connu Maurice, c'est sûr. Nous, on a choisi la couverture du livre, là, qui est une magnifique photo de Linda Boucher, là, en lien avec la tournée d'adieu de Maurice. C'est ce Maurice-là au grand sourire, ravageur, que tout le monde se souvient. C'est une photo que Maurice adorait. D'ailleurs, notre éditeur en anglais, lui, a décidé d'aller complètement ailleurs parce qu'il voulait un Maurice plus méchant. Mais au Québec, on trouvait vraiment que c'était clairement l'image que tout le monde se souvenait de Maurice en fin de carrière. C'est ce vieux mononcle complètement déroutant dans ses commentaires qui nous faisait rire et qui nous divertissait sans borne, là. Selon toi, tu as parlé de Portland, tu as parlé bien sûr du Québec, qui est allé au Japon, Minneapolis ou Minnesota, je ne sais pas trop Ouais, où, ben Minneapolis, euh, Minnesota, ouais. Calgary. C'est où qui a été le plus ancré Ben, parce c'est sûr que qu'il voyageait tellement. C'est sûr que Maurice est devenu une méga star dans le Midwest, donc le territoire de la AWA qui était centralisé à Minneapolis au Minnesota, qui va s'étendre justement jusqu'en Iowa où Maurice était bien connu puis vivait également. C'est là que l'accident aura lieu d'ailleurs, qui va lui coûter sa jambe. Euh, c'est, c'est, ça fait partie, c'est vraiment là. Nous, on l'a vu quand on était allé à la convention. Là, tu es vraiment avec des fans de lutte qui se souviennent de Maurice puis qui connaissent Maurice. C'était à la fin de sa vie la seule convention qu'il faisait toujours parce que c'était très, très proche. Donc, c'est vraiment là qu'il est devenu une méga star puis qu'il s'est installé. On parlait de chasse gardée. Quand il est devenu un allié ou un comparse avec Vern Gagne, qui était le propriétaire, ben, la AWA a toujours pris soin de lui et par conséquent, la AWA l'a toujours utilisé à son maximum jusqu'à la toute fin de sa carrière. Même quand l'accident a lieu, Vern Gagne va aller en ondes durant une entrevue puis lancer un message à Maurice. C'était une relation qui allait au-delà de ça. Et le territoire de la AWA était un territoire très payant, très fort et un territoire que les gens aimaient parce que souvent, tu pouvais dormir dans ton propre lit à tous les soirs. Ouais. Il y a une histoire célèbre de ce territoire-là où Maurice va prendre le petit avion de la compagnie et après une soirée un peu trop fort arrosée, va ouvrir la porte de l'avion durant le vol, ce qui va occasionner un atterrissage forcé, complètement démentiel, qu'on raconte en détail dans le livre là, Ah, à je suis pas partir rendu là, de Colin. plusieurs versions, de plusieurs gens
qui étaient dans l'avion à ce moment-là. Donc, c'était aussi ça, Maurice Vachon. Donc, c'est un personnage qui fait légende. C'est sûr qu'au Québec, après Yvon Robert, je pense que Maurice, avec les Johnny Rougeau, c'est dans les grandes figures de notre histoire de lutte. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et à l'extérieur du Québec, jusqu'à l'apogée récente de Sami Zayn et Kevin Owens, c'était le lutteur le plus connu en provenance du Québec. Parce que, bon, Pat était connu, mais Pat, il y avait toute une histoire par propos qui était en Californie. Il s'appelait Patterson. Ça faisait pas très québécois. Donc, c'était moins connu direct qu'il était du Québec. Puis, il a fait sa grande renommée derrière le rideau dans les années 80-90. Donc, pour Maurice, comme lutteur, c'était un des plus connus. On n'a qu'à se souvenir de son apparition à In Your House avec Diesel et Shawn Michaels, où on va lui enlever sa jambe artificielle pour s'en servir dans le ring. Histoire que Pat Patterson me confirme que c'était lui et Maurice qui ont eu l'idée, puis que Maurice était bien d'accord avec ça. Donc, il ne faut pas nécessairement y voir de l'exploitation. Pour Maurice, c'est la dernière apparition majeure qu'il a faite. Dernière paye de lutte majeure aussi qu'il a faite sûrement. Donc, pour lui, ça devait être quand même un moment... Il devait être bien content d'être dans le spectacle parce que ces gars-là rêvent tous du spectacle des foules puis de l'acclamation de la foule, d'être populaire chez lui parce que quand il revient des Jeux de l'Empire, c'est fini depuis longtemps, il revient en bateau. Exact. C'est pas comme aujourd'hui là, où on t'interviewe le lendemain matin dans tous les médias parce que tu as gagné une médaille d'or. C'est passé un peu sous silence. On est ailleurs complètement. Là. Quand Maurice est à Londres en 48, ils sont obligés d'écouter la radio pour savoir ce qui se passe aux Jeux olympiques. Fait que pour ça se passe pas en direct là, comme aujourd'hui. Là. Donc, cette acclamation de la foule-là, puis de faire partie du spectacle, ça devait demeurer spécial. Tous ces lutteurs-là ont une chose en commun, ils adorent faire partie du spectacle puis être acclamés par la foule. Ça fait partie de ce qui les motive. En plus de notre livre, il ne faut pas oublier que Maurice là, a le documentaire que Yves Thériault a fait sur lui. Il y a eu aussi un film qui s'appelle Les Derniers Vilains, qui parle de Paul Vachon, qui suit Paul Vachon dans les dernières années de sa vie, mais qui va aussi beaucoup nous parler de Maurice Mad-Dog Vachon. Puis il y a une pièce de théâtre qui est en rodage en ce moment à travers le Québec, qui s'appelle Si Dieu le veut, auquel j'ai été consultant, qui va, entre autres, nous parler de Maurice parmi les personnages, donc qui sont démontrés là-dedans, une espèce de théâtre documentaire historique, donc avec Stéphane Roy en vedette, qu'on a pu voir dans Caméra Café, entre autres. Donc, surveillez ça, là, bientôt, il va y avoir des publicités plus fréquentes là-dessus, mais la pièce est en rodage en ce moment. Donc, Maurice demeure quand même présent dans notre mémoire collective. Dis-moi, on a parlé de 1948, ça fait, même moi, je n'étais pas né. Tu dirais... Oui, c'est ça, je peux te le garantir. Tu dirais que sa carrière de lutteur professionnel a commencé quand et a fini quand? Ben, ça va débuter dans les années 50. Là. La date exacte, je vous dirais de vous référer au livre, mais c'est dans les années 50, c'est certain. Il va commencer localement à Montréal, il va avoir des opportunités au Forum, etc. Par contre, sa carrière se termine en 86 comme telle de lutte, parce que c'est là qu'il y a la tournée d'adieu au Québec. Tournée d'adieu que mon ami, le maire de Saint-Jean, Charles, le magnifique Charland, était en vedette. Mais à partir de là, il ne luttera plus. Il va faire des apparitions, entre autres le fameux brunch à Mad Dog, qui va conduire au brunch de Pat Patterson. Parce que Maurice ne sera pas en mesure de vraiment réussir l'exploit. Maurice, c'était bon de parler pour lui, faire parler les autres, c'est pas tout à fait le même travail. Je ne sais pas si toi, tu as croisé Maurice à cette époque-là, l'époque du brunch à Mad Dog, mais tu devais être présent, par contre, quand ils ont fait l'hommage au Forum de Montréal. C'est ce que je pense.
Avec Puis, le combat Hogan et Bigelow contre Ted DiBiase et Virgil, je pense. Probablement Peut-être que Jean que oui. Ferry était dans ce match-là aussi, là, mais là, par cœur, je ne me souviens plus. Ben, Mais toi, tu te souviens de plus que moi, en tout cas. c'était l'hommage là, à Maurice après l'accident. Donc, on doit être en 87-ish. De mémoire comme ça. Là. Donc, c'était le grand retour. C'est une des premières fois que Maurice va marcher en public. Là. Il va se lever de sa chaise, puis il va marcher avec sa prothèse sous les acclamations de la foule. Et c'est pas le seul spectacle que la WWE va faire à ce moment-là où on va lui rendre hommage. Partout où il est une grande vedette, là, comme à Minneapolis, par exemple, il va y avoir des apparitions comme ça de Maurice sur les spectacles de la WWF. Et comme j'en ai mentionné, je pense, dans le spécial sur Hulk Hogan venant de la AWA, a connu Maurice et m'avait dit à Comic-Con que Maurice lui avait donné un conseil, que c'était pas grave d'être en retard, mais parce qu'ils vont être encore plus contents de te voir quand tu vas arriver. Donc, de prendre le temps avec les gens à ce moment-là. Là. Donc, Maurice a des tentacules un peu partout. Puis Maurice, j'en ai parlé tantôt, là, j'ai donné notre exemple, mais Maurice a donné des coups de pouce à plein de lutteurs à un moment donné un autre ou a insisté pour qu'un lutteur s'expatrie pour avoir une chance ailleurs puis devenir meilleur. Là. Donc, quelqu'un qui croyait beaucoup aux gens puis qui croyait beaucoup à donner de l'aide ou un petit coup dans le dos pour que les gens avancent, puis sortent de leur zone de confort, puis aillent plus loin que... Donc, avec Pat Patterson, là, à 2 reprises, là, la deuxième fois, il a quasiment dit qu'il était pour il nous reste 1 minute 30. Il ne se rendait pas à Portland. Donc, Maurice, il niaisait pas avec ça. Oui, et intéressant, on en parle beaucoup dans le livre de Maurice, de Pat, là, mais Pat va accepter le chum de Maurice, de Pat Patterson tout de suite, Louis. Là. D'abord, il ne sera pas content parce qu'il pense que ça va amener de la chaleur sur tout ça, mais il va devenir rapidement un des meilleurs amis de Louis et de Pat. Et pour Pat, ça ne va jamais de prix, là, la façon dont Maurice va traiter Louis. Et Maurice, donc, est un fier partisan ou un fier protecteur là, donc, de la communauté. Il était pas... même à cette époque-là, il s'assurait que Pat serait bien traité. Donc, c'est quand même quelque chose. Tu peux compléter. On est dans les dernières 30 secondes. Bertrand, un gros merci de nous avoir amenés dans l'univers de Mad Dog Vachon. C'est toujours un plaisir de parler de Maurice. Venez nous voir le 20 septembre. On va pouvoir en parler encore plus. Live, en personne. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Alors, comme tu vois, sa carrière, ça n'a pas été facile, ses débuts. Il y a même Pat Patterson qui en avait peur. Et il y a tellement... Je vous suggère le livre Maurice Mad Dog Vachon sur Libre Expression, communiquer avec Bertrand, Pat Laprade. Si vous êtes amateur de lutte, faut que tu connaisses. C'est lui qui a donné la première chance, entre autres, à Richard le Magnifique Charland quand il était jeune. Il en a parlé dans un précédent podcast. Exact. Fait que, tu parles à Ric Flair, tu lis Ric Flair, il parle de Mad Dog, tu parles à Richard le il est partout, Mad Dog. Puis il est devenu une figure à la fin, comme nous en a parlé Bertrand. Et le côté vraiment, je suis honoré d'avoir eu la chance de parler avec Yves Thériault. Comme je l'ai dit tantôt, il a fait ce documentaire-là et il va nous donner des anecdotes. Ça va être savoureux. Oh yeah! Alors, je vais te présenter parce que tu ne le connais pas. Alors, celui avec qui j'ai travaillé à C'est quoi? Celui qui est auteur, documentariste et tellement d'autres choses. Merci, voici Yves Thériault.
Ça a commencé, je suis allé jouer au golf avec Sylvain Fortin. Sylvain Fortin qui me dit Hey, j'ai vu Yves Thériault qui a sacré après sa game de golf parce qu'il ne voulait pas jouer Vegas. Mais il aimerait ça peut-être être sur ton podcast. Et là, ça l'a. Mon cher Yves, bonjour. Ça l'a éclaté. Comment vas-tu? Je vais très bien, toi, Marc. Oui, ça va bien. Hier, un tournoi de golf. Avant-hier, une joute de golf. Hier, c'était plus, je te dirais que c'était plus difficile. Tournoi de golf avec 18 trous où il y a de la boisson à chaque trou. Ce matin, c'était un petit peu plus difficile. Oui, c'est ça qui arrive quand on boit comme un trou. Exactement, 18 fois en plus, oui. Yves, on a travaillé ensemble, nous autres, on s'est connus à C'est quoi? Là, des décennies. Dans une autre vie, hein, Marc? Exactement. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, je pense pas qu'on aurait pu penser les deux qu'on jaserait de lutte. Non. C'est fou. Non, absolument pas. Puis, mais je garde tellement des bons souvenirs de cette époque-là, Marc. On a connu l'époque glorieuse de C'est quoi quand C'est quoi a été catapulté au sommet des radios, non seulement à Montréal, mais au Canada. Là, on a connu cette époque glorieuse-là. Ouais. Et c'est à cette époque-là aussi qu'on a connu notre ami commun, Sylvain Fortin, qui s'occupait des promotions à l'époque à C'est quoi. C'est comme ça qu'on s'est connus, Marc. Exact, exact. Et je viens de terminer une entrevue avec Bertrand Hébert parce que je pense qu'on peut dire que tu as été privilégié et tu vas nous en parler aujourd'hui, Oui. d'avoir côtoyé, d'avoir préparé un documentaire sur Maurice Mad Dog Vachon. Oui, puis honnêtement, là, aujourd'hui, j'ai mis mon chandail Mad Dog que Mad Dog m'avait lui-même donné à l'époque, mais j'ai eu la chance extraordinaire de réaliser une biographie documentaire de Maurice Mad Dog Vachon pour le réseau TVA en 2009. Et évidemment, à l'époque, il était retraité. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je suis allé à deux reprises le rencontrer chez lui à Omaha, où il habitait avec son épouse Cathy. Puis après ça, on a tourné aussi à Windsor, où habitait une de ses filles et son fils Mike. On a tourné dans son intimité. On a tourné aussi en réhabilitation à Windsor parce qu'il venait de se faire opérer pour son autre jambe. Puis on a tourné, la dernière séquence qu'on a tournée qui était vraiment touchante, c'était une espèce de souper de famille qui avait été organisé dans la cour chez Mike, où il renouait un peu avec ses enfants là, qui étaient dans les régions de Windsor. Et, Wow. évidemment, mon documentaire portait plus sur l'être humain. D'ailleurs, le titre du documentaire, c'était L'homme derrière la bête. Mais évidemment, on évoquait ses grands faits d'armes, en commençant par sa participation aux Jeux olympiques de 1948 à Londres, sa médaille d'or à Auckland, en Nouvelle-Zélande, aux Jeux de l'Empire britannique, je veux dire, en lutte là, à l'époque. Ses débuts difficiles à Montréal, parce que les promoteurs ne voulaient pas lui donner une chance, parce qu'ils ne voulaient pas faire de l'ombre à Yvon Robert. Et ensuite, son exil dans l'Ouest, au début en Ontario, dans l'Ouest canadien, sur la côte du Pacifique, où un promoteur, un soir, l'a vu dans l'arène comme un chien enragé. Il a dit « You look like a Mad Dog! » Puis c'est comme ça qu'a commencé la légende de Mad Dog. Et par la suite, évidemment, son ascension vers les plus grands sommets. Là. Mais on a parlé aussi beaucoup de sa vie personnelle aussi, des difficultés pour les lutteurs. Ça, on en parle pas, on en parle moins souvent, mais tu sais, les lutteurs, c'est comme des bêtes de cirque. Là. C'est des gens, des saltimbanques qui vont d'une ville à l'autre continuellement. C'est extrêmement difficile pour la vie de famille. Ouais. Et il y a un prix à payer pour les gens qui font ce métier-là. Et c'est souvent, malheureusement, les membres de la famille immédiate qui en paient le prix. Ça, on l'a montré aussi. On a montré aussi les souffrances physiques. Tu sais, Mad Dog, on a calculé que durant sa carrière, il avait subi 25 000 body slams. Hey boy! Ça te donne
Fait que, tu sais, puis des body slams donnés des fois par le géant Ferré. Mettons que tu tombes de pas mal haut là, quand c'est le géant qui te fait un body slam. Là, tu Mais sais. ça. Fait que c'est sûr que Maurice était très hypothéqué physiquement vers la fin. Puis on a parlé aussi des circonstances de son accident, des malchances, le destin qui s'est un peu acharné sur lui, le décès de sa sœur, le décès d'une de ses petites filles là, qui a été tuée dans un incident criminel. Alors on a évoqué tout ça et ça m'a permis évidemment de côtoyer un homme extraordinaire. La Sur le plan durée, toute cette période-là, cette époque-là, ça a duré combien de temps? Quelques mois? La préparation quelques des mois. rencontres? Oui, quelques mois. On a eu, en fait, c'était l'idée de mon producteur, Jacques Lina, qui avait fait une première série documentaire qui s'appelait Les saltimbanques du ring. Oui. Et il avait fait 3 fois 1 heure, je pense que c'était pour Z ou pour Canal D. Puis il avait invité quelques lutteurs à Montréal pour le lancement de la série, dont Killer Kowalski, dont je pense qu'Édouard Carpentier était encore vivant à l'époque, et aussi Mad Dog. Puis il a été fasciné de voir la réaction des gens à la présence de Mad Dog. Mad Dog avait un charisme exceptionnel. Ouais, Là, puis les gens arrivaient à lui, il attirait les gens comme un aimant. Puis il a décidé donc, il a proposé à TVA de faire une biographie de Mad Dog. C'est comme s'il m'a demandé de la faire. Puis là, évidemment, j'ai fait les premiers contacts avec Maurice. Puis ça s'est super bien passé. Il y avait une grande ouverture de sa part. Fait que ça a duré, Marc, je te dirais, quelques mois. Là. Je dirais peut-être presque 1 an. Parce que ça a été un peu compliqué. Parce qu'il y avait des petits problèmes de santé. Il fallait se déplacer. On est allé le rencontrer à Omaha. On est allé le rencontrer à Windsor en réhabilitation. Mais aussi, il faut que je te dise qu'après après la production du documentaire et après la diffusion du documentaire à TVA, mon producteur, Jacques Lina, a fait venir Maurice à Montréal. Et ça a été sa dernière visite à Montréal. Et on a fait des approches auprès de... Je ne me rappelle plus le nom du gars là, qui s'occupait de ça, du Panthéon des sports, du Temple de renommée des sports du Québec, pour que Mad Dog soit intronisé au Panthéon des sports. Puis sa visite à Montréal a coïncidé avec ça. Fait qu'on l'a reçu, on l'a fait venir à Montréal aux frais de notre producteur. Il a passé 1 semaine à Montréal. Et pendant cette semaine-là, on est allé voir un match canadien. Il y a eu la cérémonie d'intronisation qui avait lieu au Casino de Montréal. Il a fait une tournée des médias. Ça a été comme, dans le fond, sa tournée d'adieu. Et je l'ai accompagné tout le long de cette tournée-là. Et j'ai vécu des moments parmi les plus touchants, honnêtement, dans toute ma carrière. Ah, oui. Oui. Parce que quand on s'est écrit suite à la suggestion de Sylvain de te contacter, j'ai ressenti que cet homme-là t'avait beaucoup touché. Oui. Et tu me disais que tu avais des anecdotes parce que tu as vécu des moments avec lui. Tu étais très, très, très privilégié de vivre cette période-là, puis de connaître cette icône, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se souviennent de lui dans les publicités, avec Jasmin, avec le pirate, puis tout ça, tu sais, cette période-là. Mais il a quand même commencé à lutter autour de 1950. C'est pas rien. Là. Je regardais avec Bertrand Hébert, ça s'est terminé en 86. Selon ce qu'on pense, ça serait 36 ans de carrière de 25 000 body slam, comme tu dis. Là. Oui. Puis tu sais, Maurice, là, il incarnait parfaitement ce qu'on appelle le underdog. Là. C'est un gars, d'abord, on a tendance à l'oublier, là, mais Maurice, il mesurait juste 5 pieds 7. C'était une force de la nature. Là. Puis quand il luttait contre des gars qui étaient évidemment beaucoup plus gros, beaucoup plus grands que lui. Mais c'était... Mad Dog, comment je te dirais? C'est lui qui a inventé... Tu sais, Mad Dog, là, c'est l'enfant de la télévision. Il est arrivé dans la lutte
au moment où la télévision arrivait dans les salons des gens, des gens de classe moyenne. Ouais. Puis il a compris tout de suite comment ça marchait la télévision. Fait que c'est lui le premier qui a commencé à s'adresser à la caméra en gueulant, puis en faisant des simagrées, puis tout ça. C'est lui qui a inventé ça, là. Puis c'était vraiment un enfant de la télévision. Il avait le sens du timing. Évidemment, c'était un raconteur extraordinaire, là, quand il racontait des anecdotes. Puis il y avait ce charisme-là. Puis après ça, tous les autres l'ont imité. Mais vraiment, il a su capitaliser là-dessus. Puis c'est comme ça qu'il a construit sa carrière. Mais tu sais, tu t'assoyais avec lui, là, tu fais passer des heures à l'écouter raconter des histoires incroyables, des tournées, des gens qu'il avait rencontrés, des lutteurs qu'il avait affrontés, ces histoires aussi familiales, parce que aussi, il faut se rappeler là, qu'il a fait une partie de sa carrière avec Paul Vachon, de Butcher, qui était lui un personnage assez pittoresque, je te dirais. Moi, je trouvais que Paul, il était encore plus coloré que Mad Dog. Paul, c'est vraiment un phénomène. C'est un phénomène. C'est peu dire, là, quand on dit ça, imagine-toi qu'un est plus coloré que l'autre, t'es dans la couleur, mon ami. Puis tu sais, Mad Dog m'a raconté aussi des histoires peut-être un peu plus intimes, un peu plus personnelles par rapport à Paul. Parce que Maurice a beaucoup, comment je te dirais, protégé Paul. C'est parce que Paul, c'était un artiste. Paul, c'est un chanteur extraordinaire. Il m'a raconté des anecdotes qu'à un moment donné, il était, je me rappelle plus s'il était au Pakistan ou il était en tournée, en tout cas, dans le sud-est asiatique. Puis il était dans un casino. Mais là, je sors de Mad Dog, là, mais encore, j'ouvre une parenthèse. Mais il y avait un duo britannique qui était supposé être les vedettes de cette semaine-là au casino. Puis ils ne se sont pas présentés. Puis ils ont demandé à Paul d'être le principal le principal numéro toute la semaine. Puis Paul, il est monté sur stage, puis il s'est mis à chanter, puis il l'a fait. Mais Paul, il y avait un problème un peu. Il n'était pas sérieux. Alors que Mad Dog, c'était un gars qui était sérieux, qui était à son affaire, il était business, il s'entraînait, il se préparait. Pour Mad Dog, c'était la lutte, c'était une business, c'était sérieux. Ouais. Alors que Paul, lui, c'était, je te dirais, c'était plus un, comment je te dirais, il n'y avait pas cette drive-là que Maurice avait. Puis évidemment, aussi, il y avait je pense que c'est documenté aussi, il y avait un problème de consommation d'alcool, à un moment donné, qui s'est pris en main. Mais Maurice m'a raconté comment, des fois, il est allé le chercher ou il l'a protégé. Puis il y avait cet esprit de famille au sein du clan Vachon. Ils étaient plusieurs frères. Puis, mais évidemment, Maurice, il racontait souvent les anecdotes, là, quand il était jeune, qu'il allait à l'école, puis une fois, il était rentré de l'école, puis il avait la chemise pleine de sang. Puis là, son père, il avait dit « T'es encore battu, là? » Il dit « Oui, je me suis battu. » Mais il dit « T'as-tu gagné? »« Oui, j'ai gagné. » Ben OK, c'est correct. Puis il racontait. Mais tu sais, l'affaire aussi, c'est que quand j'ai fait le documentaire en 2009, Maurice, il commençait un petit peu à faire de l'Alzheimer. Ouais. Tu les vois les signes, il racontait toujours un peu les mêmes histoires, puis il revenait souvent avec les mêmes trucs. Là. Comme je me rappelle quand on est venu à Montréal pour l'intronisation au Temple de la renommée des sports du Québec, il a fait une tournée médiatique. Puis on commence le matin, premier arrêt, salut, bonjour. Je pense que c'était Gino Chouinard qui animait. Puis là, Gino, il commence l'entrevue, puis il commence à lui poser des questions. Mais Maurice, lui, là, il répondait pas aux questions de Gino Chouinard, il répondait pas aux questions des intervieweurs. Lui, là, il arrivait, puis il avait l'intention de raconter une histoire. Puis là, il commençait souvent par l'histoire quand il était jeune, puis il était rentré chez eux, puis il avait la chemise pleine de sang. Fait que là, Gino pose 2-3 questions. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de bon? Puis là, il commence à raconter ça. Puis là, Gino, regardant, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est qu'il fait? Tu sais, aussi qu'il s'en va. C'était tellement drôle. Tu sais. Puis il avait fait la même chose lors de l'intronisation au Temple de la renommée au casino, le soir du casino. Écoute, ce soir-là, il y avait Marc Tardif, des Nordiques, qui était intronisé. Il y avait la fille qui faisait du kayak, là, Caroline Brunet.
Puis évidemment, le clou de la soirée, c'était Mad Dog. Là. Les gens s'étaient déplacés pour le voir. Puis là, tu sais, il monte sur scène, puis moi, c'est moi qui est là, puis qui le pousse avec sa chaise roulante, tu sais, puis je l'amène au milieu du stage. Puis là, il commence son speech d'acceptation, tu sais. Puis là, il commence à raconter des anecdotes. La soirée qui était rentré plein de sang, puis il fait l'affaire. Puis là, il commence, puis il part. Puis là, il est pas arrêtable, là. Tu sais, là, il genre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tu sais, à un moment donné, le maître des cérémonies, tu sais, il me fait signe, tu sais, en Vladi, il fait signe en Vladi. Il faut que ça arrête, là, tu sais. Ouais, oui. Avec là, moi je m'approche tranquillement. J'étais en arrière de ma doc, puis je l'écoute faire son speech. Fait que là, je m'approche, puis là, je dis à l'oreille, je dis, Maurice, j'ai dit, parce que là, il va falloir qu'on arrête, là, parce que le temps est écoulé, là, tu sais. Fait que j'ai dit, si tu veux remercier des gens, s'il y a du monde que tu veux remercier, là, c'est le temps, là, OK? Parce qu'après ça, il faut qu'on s'arrête. Là, je me recule, tu sais. Ouais. Là, il pense à son affaire, puis il réfléchit, puis tu sais. Là, je voudrais remercier en particulier M. Yves Thériault, qui s'est occupé de mon petit temps. Écoute, là, le monde était plié en deux dans le casino. Là, mais écoute, c'était Maurice. On a eu tellement de plaisir là, à se remémorer toutes ces choses-là. Mais en même temps, c'était une histoire qui était un peu triste parce que c'est l'histoire de sa vie familiale. Je ne sais pas si tes auditeurs ou si je m'en allais là-dessus, Yves, parce que quand on a eu l'idée avec Sylvain, c'est à partir de là de faire un épisode sur Mad Dog, j'ai ressorti le livre de Bertrand et Pat Laprade et je l'ai relu. Je suis en plein dedans, là. Et tu sais, le côté sa première femme, la jeune Nicole, ça se peut-tu? Nicole Saguenay. Qui a eu un enfant avec, et il y a eu Cathy. Tu sais, avec les enfants, à un moment donné, dans le livre, qu'ils ont été des années sans voir leur père. Ce côté-là, ça n'a pas été facile. Et l'autre côté, qui n'a pas été facile, comme tu l'as dit, c'est de vouloir performer chez nous, puis toujours avoir un peu des barrières, être obligé de s'expatrier, là. Oui, ben, comme tu dis, Marc, on dit souvent nul n'est prophète en son pays. Ouais. Puis dans le cas de Maurice, ça s'est avéré. Là, il a été obligé de s'exiler en Ontario, il a été obligé de s'exiler après ça dans l'Ouest canadien, aux États-Unis. Puis c'est vraiment aux États-Unis. Là, il y avait des. À l'époque, c'était avant la WWF. Je suis certain que c'est des sujets que vous avez déjà abordés dans ton podcast, mais avant ça marchait par territoire. Ouais, puis oui. chaque promoteur avait son territoire. Puis à un moment donné, il était dans l'Ouest. Puis à un moment donné, je pense que c'est Vern Gagné qui avait le territoire du Minnesota qui l'a approché. Vern Gagné, qui était lui-même un ancien lutteur olympique. Mm-hmm. Puis il est allé le chercher, puis il l'a amené à Omaha. Puis à Omaha, c'est vraiment là que sa carrière a explosé. C'est vraiment là qu'il est devenu la grande vedette qu'on a connue par la suite. Puis c'est là aussi qu'il a connu Cathy. Mais évidemment, d'être toujours sur la route comme ça, ça faisait en sorte, comme tu dis, il ne voyait pas beaucoup ses enfants. Il y a eu 3 enfants, je pense, 3 ou 4 enfants avec sa première épouse, qui était une fille de Détroit. Il me semble qu'elle, de mémoire, me semble qu'elle avait déjà un enfant et après, ils en ont eu ensemble, je pense. Ils en ont eu 3, je pense, ensemble. C'est ça. Ils ont eu Dorothée ou Cheryl, là. Je pense qu'il y a une des deux qui était déjà la fille de... En fait, Dorothée, je pense que c'était sa femme. Cheryl, c'était la fille de Dorothée. Puis il y a eu une fille avec Dorothée. D'ailleurs, c'est chez cette fille-là qui restait à Windsor quand on a tourné le gros du documentaire. Okay. Puis il y a eu Mike, puis il y a eu un autre fils là, qui a eu des gros problèmes avec la justice. Puis après ça, je pense qu'il y a eu Jean-Pierre avec Nicole, mais je veux pas. C'est vague dans mon esprit. Il y a eu Jean-Pierre. Puis, ça n'a pas été facile. Il y en a un, celui là, qui a fait de la prison pour agression sexuelle, tout ça, là, ça a été un gros drame dans la vie de Maurice, tu sais. OK. Mais j'ai eu la chance quand même de voir qu'à la fin, il s'était rapproché de ses enfants. C'est sûr que c'était un petit peu compliqué parce qu'il vivait à Omaha. Parce que ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'à la fin de sa carrière,
il a renoué avec Cathy. Parce que Cathy, c'était une fan de Maurice. Puis elle allait le voir lutter à Omaha. C'est une fille d'Omaha. Puis elle allait le voir lutter à Omaha alors qu'elle était adolescente. Puis évidemment, elle a toujours eu un crush sur Maurice. Mais après ça, elle s'est mariée. Maurice s'est marié. Ils se sont fréquentés un petit peu à l'époque. Mais évidemment, elle était jeune. Puis après ça, ils sont partis chacun de leur côté. Ils ont fait leur vie chacun de leur bord. Puis après ça, plus tard, la vie, le destin les a rapprochés. Puis là, ils sont devenus mari et femme. Puis Maurice est allé s'installer à Omaha. Puis il vivait chez elle à Omaha. Puis ça a été un peu, je t'avoue que ça a été un peu touchant quand je suis allé tourner chez lui à Omaha, parce que il vivait donc avec Cathy dans une assez belle maison de classe moyenne, là, mais assez bien, là, tu sais. OK. Mais Maurice était là au sous-sol, dans une petite pièce, dans une petite chambre qui faisait peut-être à peu près 10 pieds par 10 pieds en dessous de l'escalier. C'était assez modeste, je te dirais, là, comme environnement. D'ailleurs, j'avais voulu tourner la séquence d'ouverture dans sa chambre pour montrer un peu le contraste entre l'homme flamboyant, la carrière flamboyante qu'il avait eue, cet environnement finalement assez humble dans lequel il vivait, parce qu'évidemment, il était en fauteuil roulant, fait qu'il ne pouvait pas se déplacer, fait qu'il montait assez peu au rez-de-chaussée. Puis sa pièce, c'est comme, je regarde derrière le décor derrière toi, Marc, puis c'est un peu ça, là. C'était une petite pièce, peut-être 10 par 10, où l'ensemble de tout ce qu'il avait amassé dans sa vie, là, dans sa carrière, des trophées, des photos, toutes ces choses-là étaient entreposées. Puis, tu sais, ça m'avait fait comme un peu, pas un pincement au cœur, parce que lui, écoute, lui, il était très heureux là-dedans, là. Ouais. Il ne demandait pas plus. C'était pas un gars qui avait des goûts de luxe, puis il vivait quand même assez simplement. Puis, tu sais, il lisait beaucoup, puis il se renseignait beaucoup, puis j'ai pas trouvé que malgré le fait qu'il était handicapé, qu'il était limité, qu'il était. J'ai rencontré un gars qui était heureux, optimiste, qui avait confiance en la vie, mais quand même, tu sais, ça m'avait un peu frappé, ça. Cet environnement-là, cette petite chambre-là, avec un petit lit simple dans lequel il dormait. Mais écoute, en même temps, tu sais, il était vraiment heureux. Sauf qu'on a tourné aussi. Oui, tu allais me poser une question? Oui, tu sais, tu dis il a renoué avec Cathy, ils sont revenus ensemble, mais c'était quoi la raison qui faisait chambre à part ou pourquoi il n'était pas installé en haut? C'est à cause comment je te dirais, de son problème de mobilité. C'est que la maison, il y allait, je ne dis pas qu'il n'y allait pas en haut, là, il allait en haut puis il allait prendre ses repas souvent, mais souvent c'est elle qui apportait ses repas, mais ils étaient je peux te dire quand même qu'ils étaient un couple très amoureux, là. Je pense que c'était un choix de vie. Puis, tu sais, il se déplaçait encore parce qu'il y avait des amis lutteurs qui venaient le voir, puis il se déplaçait quand il y avait des séances de signature là, pour des anciens lutteurs. Il se déplaçait beaucoup. Mais j'ai vraiment trouvé là un couple vraiment fusionnel. Cathy a pris un soin, mais jaloux de lui, là, tu sais. Puis en fait, quand j'étais là à Omaha, Cathy, qui avait déjà probablement autour de 60 ans, si ce n'est pas plus, suivait un cours d'infirmière parce que, tu sais, aux États-Unis, le système de santé, c'est pas comme ici. Hein? Je veux dire, si tu n'as pas un emploi et tu n'as pas des assurances, si tu vas, faut que tu ailles dans le privé puis ça coûte extrêmement cher. Fait qu'elle suivait un cours d'infirmière pour pouvoir avoir un emploi avec des assurances parce que tu sais, ultimement, c'est ça qui a coûté la jambe à Maurice. On est allé tourner à l'endroit où il y a eu son accident. C'était en Iowa, près de chez ses beaux frères. En fait, Cathy avait une belle sœur. Puis la sœur de Cathy vivait à Des Moines, en Iowa. Puis ils habitaient près de chez la sœur de Cathy à l'époque.
Puis un matin, il s'est levé pour aller faire son jogging. On est allé tourner exactement à l'endroit où l'accident est arrivé. Aïe, aïe. Puis à l'heure qu'il sortait pour aller faire son jogging, c'est l'heure du lever de soleil. Puis quand on a tourné sur cette petite route-là là, qui longe un champ où Maurice faisait son jogging à tous les matins, quand le soleil se lève, si tu te promènes en auto, c'est complètement aveuglant. Fait que le gars qui a passé en auto, qui a frappé Maurice, il l'a jamais vu. À cause de l'heure puis le soleil qui se levait. Puis le fait que Maurice vivait un peu, pas illégalement, en fait, oui, parce qu'il était pas, moi je te dirais, il passait la majorité de son temps là-bas, alors qu'il revenait au Canada pour se faire soigner. Il n'y avait pas d'assurance. Okay. C'est ça qui a fait que quand il est arrivé à l'hôpital, au début, il était à l'hôpital de Iowa City, ils ont dit, ben, as-tu des assurances? Non, il n'y avait pas d'assurance. Fait qu'ils l'ont transféré à l'hôpital de Des Moines. Puis le temps que ça a pris pour faire le transfert et tout ça, c'est ça qui a fait qu'il y a eu des complications et qu'il a perdu sa jambe. Et s'il était arrivé à l'hôpital, mettons, ça serait passé à Montréal, il n'aurait jamais perdu sa jambe. Puis ça a été une tragédie pour lui. Parce que sa carrière médiatique venait de prendre son envol. Il y avait des contrats de publicité. Il faisait l'espèce de partner de Michel Jasmin. Il faisait plein de trucs là, à la télévision québécoise. Ça allait bien. Sa carrière était en train de prendre son envol. Puis ça a tout scrappé. Il a vraiment pas été chanceux. T'sais. Puis on a montré un peu les contre-coups du destin. Mais il faut que je te dise que quand il est venu à Montréal pour l'intronisation au Temple de la Renommée du sport du Québec, on est allé au Centre Bell un soir. Il a été reçu. Ils l'ont montré au tableau géant. C'est hallucinant de voir le monde qui venait le voir. Puis l'attraction qu'il exerçait encore sur les amateurs, là, c'était fascinant. Puis pendant la semaine où il était à Montréal, il a été hébergé au Centre Lucie Bruneau, qui est spécialisé en réadaptation. Ils l'ont hébergé gratuitement, là, gracieusement. Puis pendant la semaine qu'il était là, j'ai assisté à une scène vraiment que j'ai trouvée vraiment, vraiment touchante. Son fils Jean-Pierre, qu'il n'avait pas vu depuis des années, puis qui était probablement conscient que c'était la dernière chance qu'il avait de voir son père, il est venu le voir dans sa chambre. Puis, ils étaient là tous les deux. Puis, tu sais, les hommes de cette génération-là, ça exprimait pas leurs sentiments comme aujourd'hui, les hommes se libèrent plus par la parole, tout ça. J'avais deux hommes qui étaient là, dans la chambre. Tu sais, je suis juste passé à un moment donné. Puis, ils parlaient pas, mais j'ai senti comment ce moment-là était précieux pour eux autres. Wow. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils étaient juste en présence l'un de l'autre. C'est comme s'ils recommuniquaient, visiblement pour la dernière fois, parce que c'est sûr que Maurice s'en retournait, puis déjà, il commençait à avoir des problèmes de santé. Mais ça, j'ai trouvé que c'était un beau moment. Puis juste pour ça, tout comment je te dirais, tout le trouble qu'on s'est donné pour faire les démarches, pour le faire introniser, pour le faire venir à Montréal, pour y trouver un logement, pour payer le billet d'avion. On l'a fait venir avec son personal trainer pour l'accompagner partout parce qu'il était en fauteuil roulant. Mais je te dirais que juste pour ce moment-là, ça valait la peine. Tous ces efforts-là valaient le coup. Mais sans compter, évidemment, ce que ça y a apporté, lui, le bonheur de reconnecter avec... Parce que le monde l'aime tellement, là. C'est fou. Puis de son côté, à lui, il vivait pour ça, tu sais, de faire réagir les gens parce qu'il était un méchant, entre guillemets, longtemps. Faire réagir les gens, c'est une drogue, là, tu sais. Il a tellement donné, là. Il a tellement donné. Il a sacrifié carrément, là, il a sacrifié son corps pour donner un spectacle. On ne réalise pas comment je te dirais, la souffrance physique qui vient avec ce métier-là. Ouais. C'est fascinant, c'est fascinant. Mais c'était vraiment... Maurice, c'était une force de la nature. Là.
Puis c'était, comment je te dirais, c'était dans ses gènes, hein, parce que son père, c'était un policier, là, puis son père, il était comme Maurice, c'était un petit narfé, là, comme on dit en bon Ouais, québécois. ouais. Puis c'était un homme fort. Puis il se donnait en spectacle, ces gens-là. Tu sais, à une certaine époque, là, on parle des années 30, des années 1930, 1940. Puis un des trucs que son père faisait, là, il s'allongeait là, le cou sur le dossier d'une chaise, puis les chevilles sur le dossier d'une chaise, là, puis il faisait monter du monde sur lui. Ça, c'était un de ses trucs. Bon. Tu sais, puis il y avait, puis c'est tous les vachons, c'est tous des colosses, là, c'était tous des colosses, là. Je me rappelle d'avoir rencontré son frère Guy Vachon, qui est un homme, un gentleman, là, un gars super fin. Puis lui, c'était celui de ses frères qui avait voyagé. Il était ingénieur, il avait travaillé en Égypte, il avait travaillé un peu. Mais évidemment, Maurice a fait le tour du monde aussi, là. Il y a eu il y a eu beaucoup de succès au Japon, entre autres, là. Mais écoute, c'est du monde qui sont partis de rien. Puis, soit dit en passant, Maurice, il est né sur la même rue à Villemort que Mario Lemieux. Ah, ouais. C'est Et- deux grands noms, C'est hein? plate, là. Le nom de la rue m'échappe, là, mais Mario Lemieux et Maurice Vachon sont nés sur la même rue à Villemort. C'est fou, c'est fou. Et mettons, Ouais. dans cette période-là où tu es rentré dans la vie de Maurice, comment tu nous l'as vraiment bien décrit, mais en quelques mots, c'est quoi que tu retiens? La souffrance, comment il était populaire, c'est quoi que tu retiens le plus de Mad Dog? Ben, écoute, c'est un gars qui avait comment je te dirais, qui avait une volonté, une force de caractère incroyable, qui, euh, qui, qui était, qui était optimiste, qui était, comment je te dirais, il voyait la vie comme un défi, mais il y avait rien pour l'arrêter. C'était un gars qui avait qui était volontaire, puis il était optimiste, il était toujours positif. C'est ça, son côté positif, malgré tout ce qu'il avait vécu, tu sais, il aurait pu être, tu sais, comment je te dirais, frustré, Hmm. tu sais, parce qu'il n'a pas été chanceux. Tu sais, Non, vraiment, non. le destin s'est acharné sur lui. Puis sa vie de famille, ça n'a pas été facile, mais il était toujours en mode on va réparer les choses ou la vie est bonne pour moi quand même. Puis il était fier. C'est un gars qui était extrêmement fier. La fierté de Maurice, de ce qu'il avait accompli, un petit gars qui était parti de Ville-et-Mort, qui était parti de rien, à qui personne ne voulait donner une chance, puis qui a persévéré, puis qui a fighté, puis qui a surmonté toutes les épreuves. Un fighter, un battant. Moi, c'est ça que je retiens. Puis ça a été une leçon de vie pour moi, là, vraiment, de côtoyer cet homme-là. Comment le documentaire a été reçu dans ces années-là? Et écoute, je, je vais te dire franchement, je pense que le diffuseur était un peu déçu. Je OK. pense que le diffuseur s'attendait que j'étais pour faire un documentaire où on verrait tous ces combats glorieux. Que ça serait une espèce de greatest hits de ces combats où on le verrait OK. triomphant. C'est comme un montage des meilleurs moments de la saison du Canadien ou Ouais. de toutes les Coupes Stanley que le Canadien a gagnées. Je pense que c'est ça que le diffuseur s'attendait de voir. OK. Puis c'est pas ça que j'ai fait pour deux raisons, en fait, Marc. Il y a une raison fondamentale. Ben, d'abord, premièrement, je voulais montrer l'homme derrière la bête. C'était ça Ouais. mon intention au départ. Parce que des documentaires, si tu ouvres la TV, puis des exploits, que ce soit des lutteurs, que ce soit des joueurs de hockey, des joueurs de football, n'importe quoi, tu peux en voir tant Hmm. et plus. Mais l'autre raison, je te dirais, qui m'a poussé vers cette approche-là, c'est que je n'avais pas accès aux images d'archives. C'est que la WWF était propriétaire, d'abord, la WWF avait racheté tous les territoires. Ouais. Et en achetant les territoires, ils achetaient toutes les banques d'archives.
Fait que les archives, là, toutes les archives des combats de Maurice, à quelques exceptions près, appartenaient à la WWF. Puis j'ai fait des approches auprès de la WWF pour avoir accès aux archives, aux meilleurs moments des combats de Maurice. Mais ça a été compliqué parce que quand mon producteur avait fait les saltimbanques du ring, ça s'était mal passé la négociation avec la WWF. OK. Puis il ne s'était pas écoulé beaucoup de temps. Puis la WWF, quand je les ai appelés, ils m'ont reçu, je te le dis, là, avec une brique puis un fanal. Okay. Puis là, c'est comme, écoute, il n'y a rien que je n'ai pas fait, mais je les ai suppliés, j'ai dit, j'ai essayé de leur donner une garantie. J'ai pas été capable de faire le maximum. C'est ça. Fait que j'avais quelques images d'archives qui dataient du temps de la lutte Grand Prix. Mm-hmm. Puis, tu sais, écoute, je sais pas si j'avais 3 ou 4 minutes d'archives. Fait que c'est sûr que je pouvais, quand même, j'aurais voulu faire un documentaire avec toutes les greatest hits de Maurice. C'était pas possible. Tu nous dis, je te coupe, Yves, parce que tu nous dis, j'avais 3-4 minutes d'archives. Il nous reste 3 minutes, nous autres, fait que je viens de t'amener là. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute, je pense que le diffuseur s'attendait pas peut-être à ce qu'on fasse un truc beaucoup plus human. Tu sais, je me rappelle, j'avais demandé à Martin Deschamps de faire la musique, puis finalement, bon, ça n'avait pas marché, mais Martin Deschamps m'avait filé une chanson qu'il avait écrite, qu'il n'avait jamais indiquée, qui s'appelait « Maudit chien sale ». Fait qu'on a utilisé cette chanson-là sur des images de combat. Puis, j'avais aussi une séquence où j'avais utilisé la chanson d'Offenbach, « Cette voix, la voix que j'ai ». Cette voix, oui. Fait que j'avais utilisé cette chanson-là aussi. Puis j'avais fait faire de la musique spécialement pour le documentaire. Mais c'était un documentaire qui était human. Puis sur le coup de la diffusion, j'ai senti que le diffuseur, c'était pas tout à fait ce qu'il avait en tête. Puis je trouve ils l'ont diffusé un soir de hockey. Ça m'a, je te dis, ça m'a vraiment enragé. Parce que je leur avais demandé une chose, c'est la seule affaire que je vous demande, quand vous allez le diffuser, mettez pas ça un soir que le Canadien joue, là, tu sais. Ouais. Puis finalement, ils ont diffusé ça un soir de hockey. Fait que ça me dit, tu sais, qu'ils ne croyaient pas tellement. Mais curieusement... Juste finir là-dessus. Oui, vas-y. Curieusement, dans les années suivantes, puis quand Mad Dog est décédé, tout ça, ils ont fait une espèce de gros truc là, à la cage au sport, puis ils ont rediffusé le documentaire. Puis on dirait que le documentaire a bien vieilli, tu sais. Il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut... il y a une façon de voir ce documentaire-là aujourd'hui? Écoute, je ne sais pas, Marc. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être qu'il circule sur YouTube ou ailleurs. C'est quoi le titre? L'homme derrière la bête. OK. Je pense que mon collègue en France, il l'a. Je pense que oui. Yves, c'était magique de t'avoir. Malheureusement, mon kit fait que j'ai 40 minutes. On a fait également 40 minutes avec Bertrand. Merci beaucoup. Marc, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir de voir que tu vas bien et que tu es le Marc Blondin que j'ai connu à l'époque. Tu n'as pas changé. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Un podcast très chargé. Fort intéressant. Gros retour sur tes vacances. Épisode intéressant sur Mad Dog Vachon. Et là, Marc, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? C'est une suggestion du PDG. Le PDG qui nous demande de faire quelque chose sur le Saturday Night Main Event.
que toi, tu as déjà fait dans le passé. Oui, me semble qu'on en a déjà parlé, Ouais. mais avec la nouvelle mouture. Oui. Et il y en a un qui s'en vient dans Exactement. les prochaines semaines. Alors, j'ai une rencontre avec lui dimanche via Zoom et on va vous préparer justement un épisode là-dessus. Et par la suite, l'autre semaine, préparez-vous parce que là-dedans, Mad Dog nous dit qu'il payait 75 cents pour aller voir la lutte. Les prix ont explosé et on va se faire un podcast là-dessus. Ouais. Il faut vraiment parler de ça. Il faut être riche pour être amateur de lutte pour aller voir les grosses fédérations. Bon, mais toi et Martin Brissette, vous allez pouvoir aller voir la lutte jusqu'à la fin de vos jours, mais ça, c'est une autre histoire. Et Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Ça sera l'épisode 241 et je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.